Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus dans votre émission Faut qu'on en parle, votre talk show interactif pour 2 heures de débat en direct avec la montée en puissance du télétravail depuis quelques années et aussi l'actualité depuis ces derniers mois liée à la crise sanitaire. Nous avons décidé il y a quelques semaines de faire un focus sur la santé avec le travail. Rattrapé par l'actualité depuis la décision du président de nous reconfiner, ce sujet est d'autant plus important. Il en va de même de notre devoir même ce soir de vous informer. De plus, nous allons au fil des années quasiment tous télétravailler. Nous expliquerons avec nos experts quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir le faire sereinement. Souvent masqué, le mal-être au travail est pourtant très présent au sein des salariés français et cela se finit parfois en burn-out. Nous donnerons tous les conseils avec nos invités. Puis nous parlerons des soucis d'ordre juridique avec les employeurs et notre avocat en plateau. Pour rappel, vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75 toute l'année sur nos sujets. Et pour ne pas changer, bien évidemment, je suis toujours accompagné de la charmante journaliste Mylène pour co-animer cette émission. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Depuis quelques mois, le monde du travail a dû s'organiser pour éviter au maximum les déplacements. Lors du confinement, c'est près de 27% des personnes en emploi en France qui travaillent à distance. Aujourd'hui, ce nouveau modèle de travail présente des avantages comme des inconvénients. Va-t-il être mis en place par les entreprises au long terme ? Rupture du lien social, burn-out, isolement, le télétravail a des effets néfastes sur de nombreuses personnes. En France, sommes-nous prêts à travailler différemment ? Comment s'adapter au mieux aux grands bouleversements que nous traversons ? Quels sont les outils pour bien travailler sereinement ? L'organisation traditionnelle est instaurée depuis de nombreuses années dans le monde de l'entreprise et il est difficile de changer celle-ci. Les jeunes d'aujourd'hui vont-ils continuer dans ce modèle ou vont-ils faire changer les mentalités ? À quoi ressemblera l'entreprise de demain ? Harcèlement moral, non-respect du contrat de travail, papier non délivré, de nombreux Français sont en conflit avec leurs employeurs. Abus de pouvoir, le tribunal administratif et les prud'hommes sont débordés ces dernières années. Bonne raison ou non ? Quand saisir le tribunal compétent et comment s'y prendre ? Comment être épanoui au travail ? Comment faire ressortir le meilleur de soi ? Nos spécialistes en plateau vous donneront tous leurs conseils pour vous sentir mieux professionnellement. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence ce débat avec Élise Rabillard. Vous êtes psychologue au travail au GIMS de Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi le docteur Edith Griffaton. Vous êtes médecin du travail à l'AISMT à Marseille. Bonsoir. On a Sabrina Pidolo, formatrice et coach professionnelle, experte en évolution et transition, fondatrice de l'Optimo Coaching sur la région de Toulon et Hyères. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Nicolas Bouillon, vous êtes consultant avant-vente chez Progélis, une entreprise de services du numérique accompagnant les clients dans la transformation digitale. Bonsoir. Maître Christophe Macon, avocat au barreau de Toulon. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi par téléphone Sabine Bataille, vous êtes directrice et fondatrice du réseau RPBO France. Bonsoir. Faut qu'on en parle, les chiffres. Alors Luc, tu as quelques chiffres à nous donner autour du télétravail. Oui, eh bien on ne connaît pas avec certitude le pourcentage de télétravailleurs en France. Ce chiffre varie entre 8 et 17,7% selon les sources. Le taux moyen en matière de télétravail affiché par l'Europe est d'environ 20%, voire 30 à 35% dans certains pays de l'Europe du Nord. Le télétravail est positivement perçu tant par les salariés que par les entreprises. Une enquête datant pourtant de 2012 montre déjà à l'époque que 90% des salariés considèrent que le télétravail améliore leur qualité de vie professionnelle. 84% considèrent que le télétravail continue à l'amélioration de la qualité de vie familiale. On a 84% des gens qui jugent que le télétravail réduit le stress lié au transport. 22% aussi pensent que le télétravail augmente leur charge de travail. Toutefois, le télétravail se développe majoritairement dans les grandes entreprises et dans les entreprises actives dans le secteur des nouvelles technologies et de l'information et de la communication. Et avec la Covid-19, quel effet sur le télétravail ? Le virus a amplifié l'effet télétravail pendant la phase du confinement, passant, on l'a dit, à 27% dans le sommaire. Cependant, début septembre 2020, ils n'étaient plus que 14% et seuls 29% des Français disent vouloir télétravailler davantage. Alors qu'en avril 2020, ils étaient 55% des actifs à exprimer le souhait de télétravailler plus. Fin septembre, 70% des salariés travaillaient sur site, 12% étaient en télétravail et 3% en chômage partiel. Pour les 15% restants, c'est ceux qui étaient en arrêt maladie ou en congé.
Et y a-t-il un droit à une différence suivant les régions, Luc ? Oui, en Ile-de-France, 30% des interrogés travaillent régulièrement à domicile, tandis qu'en Normandie, ils ne sont que 7% par exemple à pratiquer le télétravail. La région parisienne concentre en moyenne 2 à 3 fois plus de télétravailleurs que les autres régions. Et quels peuvent être les effets du télétravail sur la santé ? Disons que d'après une étude, 44% des salariés se trouveraient en situation de détresse, et oui, psychologiquement pendant la phase forte du télétravail, qui malheureusement est en train de revenir. Typiquement, épuisement, insomnie, angoisse, anxiété, perte d'appétit, carrément de motivation, les risques psychosociaux sont bien réels et peuvent être à l'origine d'un état carrément dépressif. Les Français ont du mal à faire la coupure entre le travail et la vie privée, il n'y a plus de frontières. Le premier risque serait donc la perte de motivation. À plus long terme, le risque majeur, c'est carrément le burn-out. C'est pourquoi il est primordial d'être vigilant à l'hyperconnexion et bien faire la frontière entre la vie pro et la vie perso. Et puisque nous parlons santé, stress, anxiété, burn-out, combien de Français sont touchés, Luc ? 48% des Français se disent peu ou pas stressés au travail, mais 52% des salariés se disent anxieux au travail. 29% présentent un niveau dépressif élevé et 6% sont probablement en dépression. C'est énorme. 24% des salariés sont en situation d'hyperstress. Cet état concerne davantage les femmes d'ailleurs que les hommes. 18% des salariés affirment même avoir été victimes d'un burn-out. 22% en ont été témoins dans leur entreprise et 44% n'ont jamais été confrontés directement. Et du côté des patrons, c'est mieux ? Pas spécialement, 12% des dirigeants d'entreprise et 21% des indépendants sont passés par la case burn-out. 10% des dirigeants ont été témoins dans leur entreprise et 69% par contre n'ont jamais été confrontés au burn-out. Et parlons maintenant des prud'hommes. Les chiffres peuvent surprendre, mais entre 2005 et 2018, le Conseil des prud'hommes enregistre 41% d'affaires nouvelles en moins. En 2005, le nombre d'affaires nouvelles était autour de 200 000. Ce chiffre s'est effondré à 119 000 en 2018, mais les affaires restantes sont toujours très complexes. Cela s'explique essentiellement dû à l'essor de la rupture conventionnelle qui permet d'un commun accord avec le patron de mettre fin à la relation contractuelle avec eux. La crise sanitaire et les licenciements n'ont-ils pas été amplifiés, les demandes aux prud'hommes ces derniers mois ? Clairement, oui. Si vous avez été victime d'un licenciement, surtout dans le contexte particulier de cette crise sanitaire, n'hésitez pas à consulter un avocat qui vous assistera pour gagner votre bataille juridique. Ne restez pas seul. Mais ne vous inquiétez pas, clairement, notre avocat en plateau, lui, va pouvoir vous aider ce soir. Faut qu'on en parle, première partie. Juste avant d'attaquer effectivement notre première partie, on a eu quand même, je crois, beaucoup de réactions d'auditeurs. Mylène. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Céline de Toulouse qui nous dit « Le télétravail me stresse, je suis très anxieuse, cela me fait peur, j'ai été contrainte pendant le confinement et cela ne me convient pas du tout. Surtout que je sais que mon patron me surveille, ils ont subi le télétravail et n'ont pas du tout confiance dans les salariés. » On a Francis de Valence, le télétravail c'est vraiment génial, je suis libre, je travaille même plus qu'avant, j'ai l'esprit tranquille et je ne croise plus les collègues que je n'aime pas. Seul bémol, ne plus voir ceux que j'aime bien pour simplement boire un bon café avec eux. Sébastien de Pertuis, je suis employeur et pour mon entreprise, le télétravail c'est vraiment indispensable. Forcer mes salariés à venir tous les matins dans ma zone d'entreprise à Aix-en-Provence, c'est perdre du temps dans les bouchons et ce n'est pas productif. Avant le confinement, nous avions déjà mis en place cette pratique que nous avons renforcée. Je crois en qu'une entreprise avec du présentiel de manière mixte avec le travail. Les visios c'est bien, mais nous ne pouvons pas non plus nous passer de la relation humaine. Et on a aussi Stéphane de Paris qui nous a laissé ce message sur le répondeur. Depuis plusieurs années, je suis cadre à la défense dans un grand groupe mondial. Je subis des pressions de la part de mon employeur. Je déprime complètement. J'ai du mal à dormir. On parle même de burn-out autour de moi. J'ai peur. J'espère que vos invités pourront m'aider. Le télétravail a clairement amplifié ça. Mon employeur me surveille en permanence, me harcèle à n'importe quelle heure sous prétexte que je n'ai pas de temps de transport. Je suis perdu. Merci à tous pour vos nombreuses réactions sur tous nos réseaux sociaux. Nous allons maintenant ouvrir le débat avec nos invités. Faut qu'on en parle, première partie. Nous l'avons dit en ouverture d'émission, le télétravail a concerné 27% des Français pendant le confinement avant de redescendre bien plus qu'ailleurs, dans le monde d'ailleurs, chez nous. Clairement, on voit bien qu'en France, il y a une frilosité des managers concernant le télétravail. On pourrait simplement trouver son origine dans plusieurs traits culturels, peut-être caractéristiques, qui nous font préférer le présentiel. Nous recevons donc Nicolas, des experts des nouvelles technologies dans une société de services informatiques, Progelis. Nicolas, pouvez-vous nous expliquer déjà en quoi consiste votre métier au sein de cette société? Merci Luc, bonsoir.
Encore une fois, mon métier consiste à accompagner les sociétés publiques, privées de différentes tailles, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, dans l'adoption des usages des nouvelles technologies basées sur le cloud, en particulier en ce moment sur des problématiques de collaboratif et de communication qui sont particulièrement sensibles. D'accord, très bien. Bon résumé. Et ces derniers mois, avez-vous constaté de votre côté d'intégrateur de solutions informatiques une explosion des usages du télétravail ? Alors, oui, clairement, on intervient, nos équipes d'experts et d'expertes interviennent de plus en plus intensément chez des clients de toute taille qui ont deux problématiques. Celles qui ont déjà entamé des démarches parce qu'elles sont préparées au télétravail et elles veulent peaufiner leurs usages, mettre de la sécurité, tirer plus de valeur de ce qu'elles ont mis en place. Et puis on est sur d'autres modèles où on a des sociétés qu'on vient quasiment dépanner parce qu'elles se retrouvent en situation de télétravail du jour au lendemain par une obligation légale et sanitaire. Et elles n'étaient pas du tout préparées techniquement. Et je ne dévoile pas le sujet sur le fait qu'elles étaient préparées ou pas au niveau de l'organisation. Nous recevons aussi pour cette émission deux professionnels de santé. On a donc Edith Griffaton qui est médecin à la ISMT 13, médecine du travail, la psychologue aussi. Élise Rabillard du GIMS 13. Déjà, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots tout simplement votre activité ? Oui, bien sûr. Moi, je suis médecin du travail sur le secteur de Marseille, mais je pense que le point de vue que je vais donner ce soir est celui de tout médecin du travail en activité. Nous avons un rôle à la base qui est un rôle de conseil et d'accompagnement à la fois des chefs d'entreprise mais également des salariés et de leurs représentants de manière à optimiser en fait les conditions de travail et à améliorer, accompagner l'employeur tout au long de sa vie professionnelle pour donc essayer d'apporter un éclairage compatibilité santé-poste. L'idée étant à la fois d'assurer un suivi individuel des salariés, mais également d'apporter un éclairage sur notre connaissance de l'état de santé collective de l'entreprise. Et nous avons également un rôle très important dans l'aide à l'évaluation des risques professionnels, puisque finalement, optimiser la qualité de vie au travail, ça va être trouver un équilibre en permanence entre l'état de santé et les caractéristiques de l'organisation et du poste de travail. Donc, nous sommes un des partenaires prévention, en plus d'autres partenaires, bien sûr, en intra dans les entreprises ou d'autres partenaires extérieurs. Mais nous avons notre rôle dans cet accompagnement au quotidien des entreprises. Merci. Élise ? Oui, Luc, vous parliez tout à l'heure des risques psychosociaux. Donc, on est une petite centaine maintenant de psychologues au niveau national à intervenir avec les médecins du travail sur tout ce qui est prévention des risques psychosociaux, que ce soit en proposant des entretiens individuels aux salariés pour du soutien ponctuel lorsqu'ils rencontrent une problématique, au travail, et en proposant aussi des actions au milieu de travail, donc d'aller dans les entreprises avec le médecin pour accompagner l'employeur sur la mise en place d'actions de prévention de ces risques psychosociaux et d'amélioration des conditions de travail. Autour de cette table, on a aussi Sabrina Pidolo. Vous êtes formatrice et coach professionnelle, experte en évolution et transition, fondatrice de l'Optimo Coaching à l'accro exactement. En quoi consiste votre activité avec les salariés et les entreprises ? Alors, bonsoir. En ce qui me concerne, j'accompagne les individus et les organisations dans la réalisation de leurs objectifs, mais aussi dans le dépassement de situations critiques. Et actuellement, notre métier trouve toute son importance parce qu'on est amené à apporter une énergie complémentaire pour pouvoir dépasser les difficultés rencontrées. Et en quoi consiste mon métier ? Déjà, à entendre les problématiques rencontrées par les différents individus, que ce soit salariés ou chefs d'entreprise, et pouvoir permettre en fait de poser les bonnes questions pour que tout ce qui ne va pas puisse émerger, en fait, sortir au grand jour et les amener à s'interroger pour trouver des solutions. Alors concrètement, la crise ne fait que mettre en exergue l'existant qui était déjà là. Les entreprises saines ont été de même impactées par la crise, qui a été violente, qui déstabilise les équilibres. Mais les entreprises qui avaient un management et une organisation saine continuent dans cette énergie à trouver des solutions dans cette période sombre. Par contre, c'est vrai que les entreprises qui avaient des problèmes managériaux et organisationnels
se retrouvent dans une situation amplifiée. Donc voilà. Aujourd'hui, on est à 6 mois du début de la crise et les phases d'évolution, de changement opèrent différemment en fonction des métiers, des personnes. Donc c'est vraiment du sur-mesure que l'on fait. Alors en effet, on ne peut pas occulter la crise du Covid qui a eu un impact fort pour tous et qui revient en force, clairement, malheureusement, sur cet équilibre en fait de notre santé et plus particulièrement sur le domaine professionnel. Qu'en est-il réellement, Sabrina ? Au niveau professionnel ? Oui. Alors déjà, juste pour venir sur le thème, j'ai été interpellée par la question, le travail, est-ce réellement la santé ? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui laisse interroger. Il y a la chanson Le travail, c'est la santé. Tout à fait. Tout le titre. D'où le titre, oui. Alors, mais on est en plein dedans, oui, tout à fait. Voilà, déjà, les médecins, Edith et Élise pourront mieux nous répondre sur ce sujet, mais la santé, concrètement, c'est un équilibre, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et en fait, le domaine professionnel peut contribuer à cet équilibre comme au déséquilibre. Donc, à cette question... On en parlera en détail tout à l'heure, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, l'impact... est-ce que vous pouvez me répéter votre question? La question, quand on avait préparé, effectivement, ensemble, c'était plus particulièrement la crise du Covid qui a eu un impact fort. Quel est l'impact que ça a pu apporter sur le domaine professionnel? À tous les niveaux. Humainement, organisationnel, à tous les niveaux. Honnêtement, j'ai mené une enquête pour pouvoir un peu voir, maintenant qu'on est à 6 mois, les impacts auprès de mes clients, mes collaborateurs et diverses personnes pour avoir un angle de vue le plus vaste possible en fonction des métiers, des us et coutumes. Et j'ai pu observer sincèrement tout et son contraire au niveau de la manière d'absorber cette crise. Ça dépend réellement de là où partaient les personnes, tant au niveau de leur développement personnel, professionnel, que les entreprises elles-mêmes. Et les managers aussi, leur rapport, leur lien humain. Donc ça, on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet au fil du débat. Donc si on fait un focus sur le télétravail et en particulier sur la vision des entreprises, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a encore une appréhension des patrons concernant le télétravail. Oui. Pourquoi selon vous et est-ce que c'est vraiment fondé ? Alors, tout est une question finalement de rapport à ses salariés, le type de management que l'on pratique. J'ai entendu sincèrement, face à cette venue de crise, des interrogations des patrons de perdre en fait une forme de contrôle en fait de leurs Il y a beaucoup d'auditeurs qui tout à fait. parlent de ça. D'ailleurs, j'ai pu noter sur un des témoignages qu'a exprimé Mylène. L'une des intervenantes qui disait que son travail était surveillé et que c'était ça qui la stressait énormément, un peu comme un Big Brother sans cesse sur elle. Et c'est vrai que ça engendre de l'anxiété. Et moi, j'entends, c'est clair que cet état pandémique, le rapport à la maladie inquiète tout le monde, mais pour moi, la vraie contamination et le vrai problème réside dans l'anxiété réellement sociale qui se trouve. Et en soi, le Covid ne fait que mettre en exergue une crise plus profonde qui existait depuis un certain temps, depuis plus de 20 ans qu'on commence à observer. On observait déjà, nous, dans notre métier. Moi, ça fait 11 ans que je pratique ce métier. Et les problèmes de burn-out, de crise de sens, de relations humaines existaient déjà. Comme je vous dis, là, ça ne fait qu'amplifier. Voilà. Nicolas, selon vous, pourquoi les patrons ont peur du télétravail ? Est-ce que vraiment c'est fondé ? Certains patrons, pas tous. Ça a été extrêmement bien introduit. À l'instant, on parle d'état d'esprit, de mode de management. Le management décrit très bien, le management paternaliste, le management bienveillant, le participatif, etc. Là, on est dans une période qui est à la fois révélatrice et à la fois qui va accentuer des caractères existants. Donc après, il y a plusieurs façons de résister à des challenges ou à des crises. C'est soit on se braque et on se recroqueville, soit on se remet en question et on remet sur la table le sujet et on analyse, on trouve des solutions. Donc c'est effectivement ces blocages sous-jacents. C'est pas le télétravail a fait que les remettre en question. Et si aujourd'hui moi j'ai une intervention sur l'axe de la technologie va rien pouvoir y faire.
Et là, c'est intéressant parce que, en effet, le télétravail n'est qu'un outil qui sert l'humain. Et en fait, je vois la plupart des chefs d'entreprise que j'accompagne sont focalisés sur le Covid compatible. Mais à partir du moment où on fait changer leur regard et qu'on les amène à penser plutôt humain compatible, en prenant en compte que le Covid, le problème sanitaire comme des nouvelles contraintes à prendre en compte, là, la façon de penser, de raisonner le télétravail, le lien avec ses salariés change complètement. D'un seul coup, il y a du sens qui est recherché dans le fait d'introduire ce télétravail et de communiquer surtout ça avec ses employés. Vous avez... oui Juste Christophe. une petite intervention là-dessus. Oui, bien sûr que c'est bien le télétravail, mais il ne faut pas que ce soit... ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est qu'on n'a pas de cadre juridique véritable. Et donc, ça laisse la porte ouverte. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Ça laisse la porte ouverte à finalement toutes les pratiques. Soit on est quelqu'un qui joue le jeu, un patron qui joue le jeu, donc il laisse, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, la déconnexion. Soit on est un petit tyran en puissance. C'est ça. Et ça donne un levier d'action qui est extrêmement important. Dans les deux sens, clairement. Voilà, donc ça peut être positif comme négatif. Et ouais, donc mal utilisé, un mauvais escient. Oui, et il nous faudrait... mais on a toujours un temps de retard parce que la technologie avance vite et on manque encore d'outils, sachant que, j'en dirai peut-être quelques mots, la crise du Covid a permis d'adopter des règles dérogatoires en droit du travail qui auraient tendance peut-être à se pérenniser. Eh bien justement, beaucoup d'auditeurs ont réagi sur notre répondeur sur les réseaux sociaux, la page Faut qu'on en parle, le hashtag FQEP sur le télétravail. Pour certains de vous, c'est déjà du quotidien depuis très longtemps. Pour d'autres, ça a été complètement subi et forcé et ça va revenir là, du coup, en force, clairement. Suite à cette crise sanitaire qui nous touche quand même depuis plusieurs mois et qui se amplifie, le président de la République, lui, indique qu'il va falloir amplifier ça. Beaucoup de personnes sont très anxieuses, rien qu'à l'idée de retélétravailler. Et pourtant, aujourd'hui, il existe plein de solutions pour bien télétravailler et aussi pour rassurer les employeurs sur l'efficacité des salariés. Nicolas, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les solutions qui existent et comment elles fonctionnent ? Comment peut-on rassurer les auditeurs et les employeurs sur ce point-là ? Rassurer les auditeurs et les employeurs. Ce qui est bien, c'est que dans les auditeurs, salariés. Il y a des employeurs et des salariés. Ouais. Donc, en fait, il y en a pour tout le monde. Quand on fait de la collaboration et qu'on est capable de travailler à distance, alors là, on a aussi un débat sur l'intensité du télétravail. Mais si on l'enlève de sa couche d'intensité et de criticité du moment, le télétravail constitue à projeter des moyens qui permettent une continuité d'exercice de son travail. Donc, on a déjà toute une catégorie du monde qui est écartée. C'est tous ceux qui font un boulot avec du personnel en face, des administrés, travailler dans une usine, travailler dans de l'alimentation, dans un milieu hospitalier. On va encore les saluer ce soir. Ça, on peut pas y couper. Donc là, on va avoir des visions qui sont un peu partielles et on va redescendre aussi un petit peu, rester modeste. Mais on est capable d'avoir des outils aujourd'hui qui permettent d'établir une communication pour rester en contact. Donc travailler, c'est communiquer. Travailler, c'est collaborer. Donc, on va avoir des technologies qui permettent le contact, la communication, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, qu'elle soit temps réel ou non. Donc, en gros, on va essayer de faire sortir les gens du sacro-saint échange par email, avec la cascade et les 300 mails à lire le matin. Donc, ça devrait être quasiment légalement interdit. Et on va permettre aux salariés de retrouver la projection sur l'environnement bureautique, applicatif, etc. Et côté managérial, on n'est pas en reste. C'est-à-dire que les plateformes des grands éditeurs mondiaux, pour ces sujets-là, ou des éditeurs nationaux qui font aussi un très bon boulot sur le sujet, vont vous permettre de savoir ce que sont les échanges entre les équipes. Analyser qui a créé une équipe avec qui a échangé avec qui. On peut faire ça de manière en télétravail, chacun de son côté. Bien sûr, puisque avec ces outils-là. On a tous des ordinateurs, des tablettes, etc., dont les informations sont consolidées dans un joli nuage et nous permettent de faire des analyses croisées et de connaître les relations entre les gens. Et après, c'est le manager ou la manageuse qui va se dire, est-ce que cet outil de contrôle et cet outil de surveillance est suffisant parce que je sens que le job est fait et je vais accuser réception qu'un projet a avancé, que quelque chose a été livré, qu'un client a été satisfait. Ou alors vous allez avoir l'extrême inverse que vous pouvez retrouver, alors c'est pas très culturel en France, mais vous pouvez le retrouver aux États-Unis. Vous avez des softs qui sont de véritables mouchards et de véritables poisons,
qui tuent votre vie privée et qui prennent des photos avec une webcam tous les X minutes et qui capturent les mouvements de votre écran ou de votre souris. Et ça veut dire qu'il y a des éditeurs de logiciels qui fabriquent ça avec des gens qui sont convaincus qu'il faut les vendre. Donc ça existe. Si vous êtes un patron qui a besoin de ça, rassurez-vous, en logiciel, tout existe. Donc, D'accord. Donc la question de sens de la déontologie aussi, de ce que, voilà, des valeurs que l'on veut. Bien sûr, parce que la technologie, elle est agnostique. On lui fait faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Oui, Ça reste un outil. Pardon, Pareil le principe que- quand même de la Allô vie privée au travail qui a été consacré aussi. Tout à fait. En France, hein, je parle uniquement en France depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc on a besoin de mettre un petit peu tout ça en balance. Et moi, sur ce que vous me dites, bon, ça, je connais pas beaucoup de choses dans la technologie, mais en fait, j'essaie de me tenir au courant par la force des choses, et puis parce que ça m'intéresse aussi. Mais je frémis quand même quand je vois ce que l'on peut faire. Ah, moi aussi, oui. Et le fait que l'on n'a pas de règles vraiment contraignantes pour dire là il faut stopper, je veux juste donner, pour peut-être remettre dans le débat, le droit du travail, il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'en France, c'est un droit qui a été fait pour protéger les personnes. C'est héritier de quoi ? En fait, s'il n'y a pas de droit du travail, c'est l'esclavage. Et dans un même sens, et dans un même temps maintenant, depuis quelques années, c'est un droit qui doit être axé sur la compétitivité parce qu'on va dire que c'est le droit de la protection du travail. Donc on est passé d'un droit de la protection du travailleur à un droit de la protection du travail. Et si on bascule trop sur le droit de la protection du travail, alors c'est la porte ouverte à tous les moyens pour justement être encore plus productif. On parlait d'outils, Maître Macon, Christophe. Vous disiez qu'il n'y a peut-être pas de limite sur les outils. Nicolas, vous pouvez confirmer ? Oui. Quelles sont les limites aujourd'hui technologiques ou dans les idées Il n'y a pas de limite technologique, soit à la vertu, soit à la perversion. Tout dépend comment on l'utilise. Tout dépend pourquoi ça a été conçu et comment c'est perçu et pourquoi c'est utilisé. Si vous êtes un patron ou une patronne normale et que vous avez des tableaux de bord avec des petits post-it de couleur pour savoir on en est où sur tel projet, sur tel dossier, et qu'avant vous l'aviez dans votre bureau commun et que maintenant vous le bougez sur un PC... il n'y a pas grand-chose de choquant. On bouge les post-it virtuellement et le projet avance. Si par contre, je me mets à votre insu, on ne pourra pas le faire en France. On a des lois qui protègent les salariés et je pourrais pas, ou alors je vais tomber sous le coup de la loi, j'imagine. Si je suis un patron qui envoie un logiciel mouchard sans en prévenir mes salariés, il est probable que j'affronte des problèmes. Mais techniquement, c'est possible, bien sûr. On a Fabrice, par exemple, de Valence, qui nous dit effectivement, moi, mon patron, avec le statut qu'il y a dans le logiciel, il peut savoir si je suis devant mon écran, actif ou pas actif. Ça peut être utilisé dans les deux sens. Oui, alors après, bienveillant ou malveillant. Depuis quand une souris qui bouge sur un clavier veut dire que la personne ne travaille pas. Et l'image d'une activité cérébrale, j'ai quelques doutes. Mais effectivement, ça peut être pervers à ce point-là, ouais. Edith ? Oui, alors toutes ces réflexions-là m'évoquent en fait le fait que ce télétravail, c'est un risque finalement nouveau. C'est ce qu'on appelle, nous, un risque émergent. Alors, les risques émergents, jusque-là, on parlait de la lumière bleue des écrans, on parlait des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules. Et ce télétravail, vraisemblablement, commence à apparaître comme un éventuel risque professionnel. C'est vraiment une nouvelle organisation de travail dont on ne connaît pas forcément encore bien tous les retentissements. Et on s'est aperçu dans ce télétravail parfois mis en place de manière précipitée au mois de mars. Ça a été malheureusement, j'ai envie de dire, un formidable terrain d'expérimentation et on en a vu les limites, les dangers éventuels et éventuellement les effets positifs. Donc c'est vrai que nous, services de santé au travail, on a quand même ce rôle aussi d'accompagnement et d'aide pour toutes les entreprises qui vont mettre en place de manière nouvelle le télétravail. On a ce rôle d'accompagnement de manière à objectiver au maximum les choses et apporter de la méthode dans la mise en place de ce télétravail. Bien évidemment, on entend l'importance des ressources techniques, avoir des applicatifs, avoir des logiciels, avoir surtout derrière tout ça des personnes qui connaissent et qui sont en capacité de maîtriser, une fois qu'ils sont chez eux, l'utilisation de ces outils. Donc ça fait aussi référence aux ressources informatiques qu'il faut mettre en place derrière pour pouvoir aider ces personnes qui sont en situation derrière d'isolement lorsqu'ils sont au travail. Mais au-delà de ces ressources, on a aussi besoin de s'interroger, et le chef d'entreprise qui va mettre en place le télétravail
va avoir besoin de s'interroger sur l'environnement de travail, que ce soit au sens physique, comment un salarié va travailler chez lui, comment est-ce qu'il va organiser son poste de travail. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il vit en famille? On va en parler, voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un environnement social fragilisant ou pas? Et puis, au-delà de ça, eh bien, revoir l'organisation, c'est-à-dire que le lien avec les managers, comment est-ce que ces temps d'échange informels qui sont habituels entre deux bureaux vont pouvoir être à nouveau réorganisés, cette fois-ci de manière un petit peu plus calculée, de manière à ce qu'il y ait un lien quand même permanent. Parce que ce télétravail est aussi source quand même d'isolement. Et médecin du travail, moi je suis sensible quand même aux conséquences humaines et à la nécessité de repérer éventuellement des personnalités ou des personnes qui pourraient être en état de fragilité dans cette nouvelle organisation de travail, surtout si elle est mise en place de manière, on va dire, peu organisée. Voilà, donc juste pour compléter ce que disait le docteur Griffaton, effectivement, quand on sait l'importance du soutien, de la reconnaissance au travail, effectivement, on se demande là, dans cette nouvelle configuration de télétravail, comment va se mettre en place ce soutien, cette reconnaissance du travail. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que disait sur l'ergonomie du poste de travail, effectivement, on parle d'outils de communication, mais peut-être d'abord s'interroger sur quoi on est assis quand on travaille, sur quelle chaise. C'est très juste. On a vu quand même pas mal de vidéos rigolotes passer pendant le confinement, mais effectivement, comment on est installé sur notre poste de travail, ça c'est quand même primordial. Est-ce que l'employeur doit fournir les équipements pour télétravailler, par exemple? Type écran, chaise, bureau. Alors jusque-là, on savait pas trop, il me semble, mais vous allez me dire, mais là les accords qui sont en train d'être signés, et il y en a, je crois, il y a 600 accords télétravail aujourd'hui en France, c'est les chiffres de la CPME. On commence justement à évaluer le coût, en tout cas ce que va financer l'employeur chez le salarié. Peut-être que vous allez compléter. Oui. Le gros problème que l'on a dans cette, c'est ce que vous disiez, docteur, c'est que on est parti très rapidement parce qu'il y a eu le Covid. On n'était pas préparé, tant humainement que matériellement que juridiquement, au télétravail. Et vu ce qui est travail massif en tout cas. Voilà. Des sociétés l'étaient visiblement comme la société de Nicolas. Alors c'était déjà le modèle, donc effectivement pour nous ça a été un affinage, c'est-à-dire qu'on est rentré finement dans les paramètres et les moyens, mais avec un management et une population de salariés qui étaient déjà compatibles sur les démarches. Oui. Et justement, moi je voulais juste aussi ouvrir sur quelque chose. J'entends cette méfiance face à cette nouveauté et que l'on conçoit comme un risque, parce qu'en effet il y a des témoignages de mauvaises applications au départ du télétravail. Pour autant, moi, j'ai en observation et en témoignage de clients, de collaborateurs, etc., des usages plutôt inspirants et qui fonctionnent. Donc, j'entends, face à la nouveauté, on a deux postures. Il peut y avoir une posture de retrait, de méfiance, mais il peut y avoir aussi une posture de saisir l'opportunité, d'explorer pour pouvoir un peu évoluer. Il y a aussi des bonnes choses dans le télétravail, on en reparlera, mais de toute manière, c'est important d'entendre ce qui ne va pas pour pouvoir permettre de le faire évoluer, mais de s'inspirer aussi de ceux qui ont pu installer des choses qui fonctionnent. Parce que tous ces paramètres-là, la crise a clairement déséquilibré l'existant, donc il y a des pertes de repères. Et c'est important de savoir ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Et les délimitations d'espace vital, en coaching, on dit qu'il y a 5 limites fondamentales qui constituent un espace vital, à savoir la limite de temps, d'espace, de temps, d'argent, de sexe et de violence physique et psychologique. Ce sont des choses qui est important de bien définir pour que la personne puisse être libre dedans, de s'épanouir, parce que là, face à déjà la tendance anxiogène du Covid, tout le monde est en peur de mourir et on se retrouve à être des morts vivants. C'est le paradoxe. Alors moi, j'ai envie d'apporter un petit peu d'une lueur, un peu d'espoir, d'introduire de la vie, même avec ces nouveaux paramètres. La seule chose que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le seul souci, c'est est-ce que le travail est sur une démarche, c'est ce que vous disiez sur le côté positif, c'est-à-dire une démarche voulue, pensée, réfléchie, qui est acceptée en droit. Alors je vais refaire du droit, mais c'est juste pour faire comprendre.
c'est un contrat. Et un contrat, qu'est-ce que c'est la définition d'un contrat? C'est un accord de volonté, c'est-à-dire deux volontés qui se rencontrent. Et je crois que les points négatifs, c'est quand les volontés ne se rencontrent pas et qu'on dit à la personne, maintenant tu vas travailler comme cela, parce que je l'ai décidé. Et vous parlez, c'est une violence c'est dans ce sens que je dis que c'est négatif. Après, quand les deux personnes sont d'accord pour évoluer, eh ben là, on est sur quelque chose de beaucoup plus appréciable. Et là, vous mettez le doigt sur le problème. C'est lorsque les choses sont subies, sont imposées et que c'est pas communiqué, mis en lien et avec on va dire, en suscitant l'intelligence collective. C'est-à-dire une vraie communication des deux bords du chef d'entreprise comme les salariés pour pouvoir entendre, pour pouvoir faire évoluer. Là, on est d'accord, mais lorsque c'est subi, il y a une soumission. Donc, forcément, de fait, psychologiquement, c'est mal vécu. Et en plus de ça, c'est une grosse erreur managériale. Ah, oui, Donc, On a une réaction de Alison qui est étudiante sur Toulon qui dit « Moi, je fais mon télétravail sur le lit, j'ai pas la place de faire mes devoirs autrement. Voilà. Et du coup, on peut se demander, est-ce que le télétravail n'isole pas finalement une personne? Quels sont les risques si on devient un télétravailleur isolé? Alors justement, ça, oui, il y a évidemment, ce risque est majeur. Déjà, dans les fameuses limites dont je vous parlais, c'est important de s'organiser. Alors, le télétravail peut être à domicile, comme peut être aussi dans d'autres lieux. Voilà, ça s'organise. À domicile, c'est important de pouvoir différencier le lieu de vie et le lieu de travail. Lorsque ça peut pas se faire, comme dans ce cas-là, ça peut être intéressant de s'organiser un rituel où à chaque fois qu'on se met dans le temps de travail, de réaménager le lieu. Ça peut être très simple, ça peut être simplement tourner une table pour pouvoir psychologiquement, déjà au niveau cognitif, c'est important de ne pas être assis toujours au même endroit, dans la même posture. C'est important d'avoir Oui. Je voyais un geste, c'est pour ça. Sur la santé. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. Sabrina fait de la santé. Non, c'est ça. Excusez-moi. Je vous laisse terminer. Mais ouais. Allez-y. Et donc, c'est important de pouvoir, en fait, apporter un paramètre différent que la personne, en fait, se sente dans un nouveau rituel, dans un nouveau cadre, que le cadre de vie, pour que ça puisse être, justement, dissocier les deux. Et ça permet de baliser. Alors, cette jeune femme qui Alison, donc la question serait, parce que je suppose que peut-être qu'il n'y a pas que sa chambre qui existe, donc peut-être aménager. Là, je ne connais pas sa configuration, mais la vraie question est comment créer un espace différent, une posture même s'habiller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'habillent pas quand ils télétravaillent. Il y a le classique aussi dans les cadres où ils habillent que le haut et en bas. Oui, voilà, ça peut être source d'humour aussi voilà. Voilà, quand il y a des webcams, en effet. Alors, effectivement, excusez-moi, je voulais réagir juste parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison sur les conseils que vous prodiguez aux salariés et vous avez tout à fait juste. Ce qui me fait un peu réagir, c'est qu'on est souvent on conseille aux salariés comme si c'était au manager, comme si c'était la responsabilité aussi du salarié de se prendre en main et d'aller. Non, je sais, mais c'est important de rappeler que c'est quand même le télétravail, il doit être encadré par des accords qui sont en train d'être signés. Et effectivement, c'est à l'employeur de faire en sorte que son salarié soit en bonne santé physique, mentale, et qu'il soit en sécurité. Et donc, effectivement, c'est à lui de mettre en place tout ce qu'il faut et d'apporter les outils pour que le salarié puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors, je suis d'accord, mais je vais quand même mettre un petit bémol. Pour moi, la responsabilisation, elle est collaborative. Je ne suis pas tout à fait d'accord de penser que tout doit venir du chef d'entreprise. Et justement, il faut qu'il y ait dialogue. Oui, mais est-ce que c'est pas au chef d'entreprise d'apporter les moyens à son salarié de télétravailler correctement? Si cette jeune fille a tous les moyens qu'il faut pour bien travailler à un super bureau avec une super chaise très confortable et qu'elle préfère aller travailler sur son lit en pyjama, c'est autre chose. On pourra lui demander si elle préfère aller travailler en pyjama sur son lit. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que, par exemple, un employeur doit prendre en charge une partie de la connexion Internet qui est payée à titre personnel par le salarié, par exemple? Et dans ce cas-là, même l'ordinateur, enfin, comme on disait tout à l'heure, l'ordinateur, etc. Oui, dans la ville, mais alors comment chiffrer un truc pareil? Si, c'est en cours. J'ai entendu des choses qui sont en cours et je crois que c'est évalué pour l'instant à 2 € par jour. Il y a même une histoire de financer le papier toilette. Oui, il y a à la fois des études, à la fois des expérimentations et puis des retours. Twitter ou d'autres boîtes américaines sont passées en proposition de télétravail ad vitam aeternam pour certains modèles de salariés. C'est accompagné de packages financiers. Alors, on n'est pas sur le même droit que le nôtre, on n'est pas sur les mêmes
sur les mêmes législations, on n'a pas les mêmes codes du travail en Amérique du Nord qu'en France et en Europe en général, mais ces expérimentations sont faites. Après, effectivement... Clairement, c'est quoi? C'est des salariés à qui on a dit, maintenant, tu viendras plus jamais au bureau, on te donne de l'argent, le matos, et tu vas télétravailler à vie. Là, sur le cas que j'avais analysé, on était sur du volontariat et de la proposition. Mais de toute façon, d'un point de vue, si vous mettez d'un point de vue d'un employeur, ça coûte moins cher un télétravailleur. Ça coûte moins cher, in fine. Ça coûte moins cher en surface. C'est la mort des bureaux à terme. On en parlera pour la suite. Je ne suis pas spécialiste de l'immobilier et de ces cycles de spéculation, mais il est vrai qu'à court terme, ça pète un peu la visibilité. Après, je suis pas expert dans le domaine, donc je me prononcerai pas, mais il y a effectivement une tension. Et si en ce moment j'étais patron et que j'avais besoin d'aller loger mes 30 salariés, je me poserais des questions. Est-ce que je ne développerais pas un business model avec du télétravail? Est-ce que je ne vais pas plutôt être dans une approche hybride où les locaux ne seront besoin que pour une petite quantité de personnes à des fréquences moins élevées qu'aujourd'hui? Un peu comme du coworking peut-être? Potentiellement, oui. Oui, je voulais parler éventuellement des personnes qui sont quand même en situation de fragilité ou de handicap. Sachez que des structures de type Cap Emploi, qui sont des partenaires financés lorsque la personne a un statut de travailleur handicapé, peuvent intervenir à domicile pour faire des propositions d'aménagement technique, et ces aménagements techniques au domicile du salarié seront pris en charge. Donc, le médecin du travail peut tout à fait préconiser l'intervention et solliciter ce type de structure pour que les salariés qui nécessitent éventuellement du matériel spécifique puissent en disposer avec une prise en charge financière. Donc, on a ce rôle aussi, si vous voulez, de mise en lien employeur, salarié, partenaire éventuellement externe, de manière à optimiser, essayer de garantir pour tout un chacun des conditions de travail correctes, y compris à domicile. C'est très bien de souligner ça, parce que souvent, effectivement, la médecine du travail est assimilée à si on va faire son rendez-vous tous les 2 ans, etc., ou sa visite médicale d'embauche, quoi, clairement. Donc là, vous avez vraiment un rôle très très important à jouer entre les salariés et les employeurs. Oui, je voudrais juste rebondir sur une petite chose. Un absent, mais qui est révélateur, c'est que si le travail se nomadise, quid de l'existence encore des syndicats dans le rôle de protection des salariés? Ouais, encore un autre débat, ça c'est clair. Donc, tout à fait. Voilà, parce que là, on était sur une, on va dire, un peu une image à la Germinal, à la Zola, avec une conscience d'être ouvrier, avec une lutte frontale souvent avec le patron. Maintenant, on en arrive à ce que ce soit plus collaboratif, bien que dans l'idée de certains, c'est encore ancré. Pas que chez les patrons, puisque moi j'interviens autant pour des employeurs que pour des salariés. Je me refuse à me classer dans une catégorie, pour dire les choses clairement, sachant qu'il y a des gens très bien partout, et des gens pas bien partout aussi. Alors, le télétravail, bien, pas bien, comment on peut se sentir bien? Mylène, On a vu un gros point noir du télétravail, c'est la coupure entre la vie privée et la vie professionnelle. On n'a pas parlé de la pause du midi ou du soir. Faire une pause café aussi, par exemple, entre collègues, c'est compliqué quand on est seul à distance. Comment vous faites, par exemple, Nicolas, dans votre société pour concilier cela? Est-ce que vous avez des astuces? Alors effectivement, on a mis en place un grand classique du télétravail et du support du télétravailleur, télétravailleuse. On a mis des rituels, en fait. On a des rituels en place qu'on utilise à travers nos outils collaboratifs. Donc, alors avant, il n'y a pas longtemps, on avait des applications pour savoir qui allait au bureau le lendemain, pour voir si les gens que vous aimez bien ou que vous aimez pas sont au bureau le lendemain. Et c'est une superbe idée parce que c'est très volontaire et c'est sans phare. Et ça, j'aimais beaucoup la franchise du fonctionnement. Très orienté sur l'humain, ça, quand même. C'est très orienté sur l'humain, dans cette société. Ça a été évoqué plusieurs fois. Si vous projetez un système humain de mauvaise qualité, malsain, comme il a été dit tout à l'heure, à l'extérieur de votre entreprise, il va pas s'assainir pour autant. Il va juste rester avec moins de contrôle, plus de choses gardées en soi, parce que la communication là-dessus va pas avoir tendance à s'améliorer. Donc on a des rituels et on a des outils pour le faire en fait. Donc parce que comme on est cordonnier en l'occurrence dans le sujet, on utilise les technologies qu'on préconise. Tant qu'à faire se peut. Et en fait, nous, ça nous facilite bien la vie, mais on leur donne pas plus d'importance que ce qu'elles doivent porter. C'est pas parce que je vais parler avec mes collègues plusieurs fois par jour de façon sympathique et qu'on va se voir par caméra que pour autant ça va remplir l'humain que je suis de contacts virtuels. Ça, de toute façon, on en a fait tous l'expérience avec la dernière période, où si on a dû, pour des maladies courtes, longues, etc., télétravailler pendant un certain temps, le full télétravail est une vraie épreuve.
C'est un vrai marathon, puisque on travaille plus, on a plus d'échanges, on déborde en conversation professionnelle en dehors de ses horaires professionnels. Donc l'astuce, c'est de protéger les horaires professionnels. C'est-à-dire qu'on dit que les journées de travail, elles commencent à telle heure, que les réunions commencent à telle heure et ne finissent pas avant telle heure. On dit par exemple entre midi et 14h, c'est une pause déjeuner protégée, sacralisée. Il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de perturbation. Il faut laisser les gens s'organiser sur un vrai rythme. Donc déjà, une journée de télétravailleur, ça doit être rythmé, ça doit être projeté comme si on était en train de travailler et de se projeter en face d'interlocuteurs et d'interlocutrices, parce que ça donne le sentiment d'exister dans une certaine réalité. Et après, il faut avoir l'environnement matériel convenable pour pas s'épuiser à la tâche sur un bureau trop petit de ses enfants, et ensuite avoir des équipements adaptés. On revient dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Quelques questions juridiques rapides, puisqu'on a entendu la ministre Elisabeth Borne dire le télétravail n'est pas une option, c'est une obligation. Nous nous retournons donc vers notre avocat de notre émission, maître Christophe Macon. Comment le gouvernement peut imposer aux employeurs de mettre leurs salariés en télétravail ? Y a-t-il un cadre juridique ? Est-ce légal ? Est-ce que mon employeur peut m'imposer le télétravail ? Par exemple. Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, imposer le télétravail, je ne vois pas comment. Comment on pourrait verticalement... Enfin, je parle pour l'État, pas pour un employeur. Tout simplement parce que... Alors, il y a un problème déjà de liberté de gestion de l'entreprise. Et puis, un problème de sanction. Comment un texte juridique, même si on faisait ce qu'on appelle un texte vitrine, c'est-à-dire que on va dire, allez, voilà, il faut maintenant faire du télétravail. Comment va-t-on sanctionner l'entreprise qui ne l'a pas fait ? Il y a quand même quelque chose qui est assez, je dirais, intéressant, c'est que sur un document qui est édité par le ministère du Travail, justement, on dit justement que oui, il faut qu'il y ait le télétravail, mais on ne l'impose pas, parce que ça ferait, par rapport aux entreprises, ça a un coût, et on ne peut pas, de mon point de vue, l'imposer. Par contre, un employeur peut, si les conditions sont réunies, vous l'imposer parce qu'il a un pouvoir de direction et donc dire, moi, pour la bonne gestion de mon entreprise, je vous demanderai de faire du télétravail. Sachant que ce télétravail, ça ne doit pas servir à, justement, faire travailler le salarié plus. Parce que comment ça va se résoudre ? Si le salarié refuse le télétravail, ça peut être une faute si ce n'est pas justifié, et à ce moment-là, ça pourrait justifier un licenciement. Mais de la même manière, si le refus du salarié est justifié, à ce moment-là, c'est le licenciement qui serait injustifié. Donc, on est encore là-dessus. Je ne vois pas comment, à ce jour, on va pouvoir imposer aux entreprises de faire du télétravail, ou alors il faut leur donner les moyens, mais alors là aussi les moyens. Donc le discours financiers. qu'on entend, parce que quand on écoute Madame la ministre Elisabeth Borne, on a l'impression que les boîtes qui font du télétravail sont obligées de le faire. C'est comme ça, c'est la loi. En gros, on a l'impression de traduire ça quand on la voit parler. Il n'y a aucun texte qui vous l'impose, donc ce donc si demain un employeur, là on est passé en deuxième confinement, demain un employeur qui a mal géré la première vague de télétravail, qui l'a un peu subi, qui s'est dit moi mes salariés j'ai pas confiance quand ils bossent à la maison, etc. Là s'il dit à son salarié je te fais une attestation, je m'en fiche, tu viens au bureau, on peut pas s'y opposer. Non, je vois pas. L'État ne peut rien faire. Je vois pas comment on peut s'y opposer. Ça voudrait dire ça, parce que si vous dites que l'État s'y oppose, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre l'attestation, aller dans l'entreprise et vérifier si c'est justifié ou pas. C'est infaisable au niveau pratique. C'est une donc là, clairement, un employeur peut très bien dire ça à son salarié. Donc vous qui êtes derrière votre poste, votre employeur vous dit moi je m'en fiche, je vous fais l'attestation qui dure toute la durée du confinement, et il peut vous forcer à venir au bureau. Oui, la seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est, alors là aussi, parce que c'est un petit peu comme sur Internet, c'est-à-dire que c'est des liens. Si maintenant on montre, admettons, on est sur le Covid, le salarié, l'employeur lui a dit bon, on pourrait faire du télétravail, mais vous venez à l'entreprise. Et le salarié est touché par le Covid et qu'il a été touché dans l'entreprise. Là, il va pouvoir engager la responsabilité de l'employeur. Donc on a déjà le système, je veux dire, l'épée de Damoclès, elle est là. Je reprends sur ce que vous disiez, tous les intervenants. L'employeur, il faut bien qu'il prenne conscience qu'il est là pour notamment veiller à la santé du salarié. On n'est plus à l'époque de Germinal. Donc si, par rapport à la santé du salarié,
c'est mieux qu'il soit en télétravail parce qu'il a le moyen de le faire, qu'il le fasse. Si maintenant, il a toutes les règles et parce qu'il ne peut pas faire autrement, pour que le salarié vienne travailler dans l'entreprise, il peut le faire, mais il est responsable de la santé et du bien-être au travail de son salarié. Je parle sous le contrôle aussi de... Oui, et tout cela est quand même complété avec la responsabilité individuelle de chacun, puisque chacun est également responsable, comme vous le disiez Sabrina, de sa santé, de sa sécurité, de celle des autres. Parce qu'en bout de chaîne, on a quand même le salarié lui-même qui a ce rôle d'alerte aussi et qui doit à un moment donné faire savoir, en particulier s'il est à domicile et à distance, il doit faire savoir s'il y a des problématiques ou des difficultés qui remontent. Donc, il y a une responsabilité qui est partagée. C'est vrai qu'il y a une obligation de moyens, voire de résultats pour l'employeur par rapport à la santé et la sécurité, mais le salarié lui-même a une grande responsabilité aussi dans la mise en œuvre déjà des préconisations et des règles de vie au travail, puis également dans cette remontée d'informations. Et nous, services de santé, nous avons également ce rôle de remontée puisqu'on a ce suivi de l'état de santé. Et donc, il y a quand même un élément intéressant en termes d'alerte, en particulier sur une évaluation, je vais dire, collective et globale d'état de santé d'une entreprise. Pour répondre à votre question, je citerai juste, je ne vais pas faire de cours, mais l'article L 1222-11 du Code du travail qui dispose en cas de circonstances exceptionnelles, notamment, et ça a été créé par l'ordonnance du 22 décembre 2017, donc c'était avant le Covid. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Vous avez dans cet article quasiment tout. Je vais pas faire tout à fait. Un raccourci, mais vous avez continuité de l'activité de l'entreprise. Donc, ça veut dire pour l'économie, mais aussi garantir la protection des salariés. Et le télétravail, ça sert à ça, c'est-à-dire qu'on produit mieux, mais pour une meilleure santé, enfin dans l'idéal, du salarié. Et justement, à l'inverse, est-ce qu'un employeur peut s'opposer à la demande d'un salarié de mettre en place le télétravail ? Alors, techniquement, il pourrait. La seule chose, c'est que si ce n'est pas justifié, à ce moment-là, si le salarié continue, ça peut être un abandon de poste, et à ce moment-là, ça va se régler au prud'homme, tout simplement. Par exemple, si je suis un employeur et qu'il y a des questions qu'on peut poser à ses employés, oser carrément entendre aussi les réponses, parce que c'est aussi ça, un dialogue social dans une entreprise, pour faire sortir, pourquoi pas, des solutions innovantes et même les tester. Sabrina ? Oui, tout à fait. Déjà, il faut prendre conscience que, la crise sanitaire, c'est une chose, mais la crise dans l'entreprise, les impacts que ça va avoir au niveau économique, etc., c'est le fait que ce soit accueilli de manière négative, c'est souvent des questions tabous qu'on n'a pas osé poser. Et je pense sincèrement qu'il est plus sain de faire circuler la parole, honnêtement, des deux côtés, employeur comme employé, pour pouvoir trouver un mode de fonctionnement qui ne soit pas subi. Parce que Christophe, c'est ce que vous disiez, la problématique, c'est tant que c'est subi, que ce soit pour les uns ou pour les autres, c'est là où il y a une réticence, les gens deviennent réfractaires et on trouve des problèmes aux solutions. À un moment donné, cette crise sanitaire et la crise économique qui en découle, on ne peut pas l'empêcher. Cette vague, elle est là. Donc, à un moment donné, soit on fait comme le chêne, on reste campé et on casse, soit on essaye un petit peu de trouver de la souplesse dans ce nouveau cadre que je vous disais, les différents paramètres qui sont à réinventer avec ces salariés. Donc, il y a des questions à poser. Très clairement, déjà, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est un regroupement de personnes. On est sur de l'humain. Donc, à un moment donné, c'est justement... Paul va vivre le télétravail différemment que Gertrude, que... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'avez dit, j'ai eu des... Alors, justement, est-ce que vous pensez, pour conclure un petit peu cette partie de télétravail, le temps passe très vite, est-ce que vous pensez qu'il va être mis en place, finalement, au long terme dans les entreprises ? Est-ce que, concrètement, il fera partie d'une nouvelle organisation de travail que l'on pourra qualifier de mix distance présentiel ? Bon, je vais être humble dans la réponse parce qu'on est encore dans la vague. Mais concrètement, déjà, le télétravail peut être appliqué dans certaines circonstances, dans certaines pratiques et dans une grande majorité des professions. Ça ne peut pas se faire. Tous les métiers de contact,
Je pense à un kiné, par exemple, ne peut pas pratiquer. Bien sûr, Vous voyez, mais dans les métiers où c'est possible, alors, dans les métiers où est-ce que c'est ça va possible, s'amplifier dans les années? mais ça peut. On va parler vraiment, après du burn-out et on va parler du monde de demain. C'est là où la responsabilité des managers, des coachs, des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est la mise en place de ces outils, on a une responsabilité aussi, parce que oui, ça va être intégré à partir du moment où ça a été présenté, éduqué de manière efficace et saine. Nicolas, Oui. C'est extrêmement logique ce que vous dites, Sabrina, dans le sens où les technologies, nous, quand on les adresse à des clients, on les adresse aussi avec énormément d'accompagnement au changement. On a des consultants et des consultantes spécialisés dans le domaine. Oui, il n'y a pas que la technologie, qui ont des formations, il y a l'usage derrière, comment les gens utilisent tout ça. En communication, en psychologie et en accompagnement et en coaching. Et un salarié ou une salariée, l'adoption des outils informatiques futiles, comme d'autres outils d'ailleurs, c'est pas naturel. C'est une démarche d'accompagnement. Les gens, on doit les former, les suivre, mesurer l'adoption, analyser les points de blocage et les résoudre. Je vous pose pas un nouveau logiciel pour dire bonne journée Luc, on se fait une réunion demain à distance, ciao, bye bye. Vous devez comprendre à la fois la technicité et le sens qu'il y a derrière tout ça. Et juste pour compléter, les délimitations, on ne peut pas retranscrire le travail tel qu'on le faisait en télétravail. Il y a des paramètres, par exemple. Il faut prendre en compte, par exemple, les formations en ligne. Moi, je le vois, mes formations, je suis en train de les passer en ligne. 1 heure de présentiel, au niveau de la concentration et de la stimulation cognitive de mes apprenants, correspond à 15 minutes devant un écran. Donc, penser le temps de travail, retranscrire le temps de travail en présentiel, et dire on doit faire la même chose en télétravail, c'est de la folie. C'est là où il y a de la fatigue cognitive, visuelle qui... Oui. Oui, moi je pense qu'effectivement le télétravail, ça deviendra certainement quelque chose d'intégré à la vie de l'entreprise. Je pense cependant qu'au même titre qu'on a les chefs d'entreprise ont appris à former leurs salariés sur ce qu'on appelait les gestes et postures, sur la prévention par rapport à leurs risques chimiques par exemple, ou comment bien se positionner devant un travail sur écran, je pense que le télétravail doit effectivement, lorsqu'il est mis en place, faire l'objet d'une formation, d'une information. Et c'est vrai qu'on a, nous, dans nos services, essayé de proposer des webinaires pendant cette période de confinement pour essayer de désamorcer et d'aider et d'accompagner nos entreprises qui mettaient en place, une fois de plus, de manière précipitée, le télétravail. Et il y a eu énormément d'adhérents intéressés par ces webinaires. Il y avait besoin de diffuser de l'information et de théoriser un petit peu, ou d'objectiver en tout cas ce qu'était réellement le télétravail et la manière de le réaliser de la meilleure manière. On va se retrouver dans quelques secondes, on va passer dans la partie, je dirais malheureusement triste et obscure du travail. Oui, juste une petite intervention. Très vite. Très vite. Je me demande si est-ce que c'est du télétravail ou est-ce que c'est pas l'informatique et tous ces moyens à distance, puisqu'on parle de télémédecine, de consultation de psychologues, aussi à distance. Donc je pense que le problème plus général, c'est comment nous, on peut se positionner par rapport à l'outil informatique et à tout ce qu'il nous permet en communication. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Avant de parler du burn-out qui peut être engendré par le télétravail aussi, nous allons donner la parole à Sabine Bataille que nous recevons par téléphone en duplex de la région parisienne, qui est directrice et fondatrice du réseau RPBO France. Vous êtes aussi auteur de livres sur comment se reconstruire après un burn-out ou réussir son retour au travail. Quel est ce réseau et en quoi consiste votre activité, Sabine ? Alors, je suis sociologue, donc sociologue du travail, et je m'intéresse à tout ce qui est mal-être au travail depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, je me suis aperçue que le mal-être au travail avait pris différentes formes. On parlait de stress, de harcèlement. Le burn-out est arrivé à peu près dans les années 2010 de façon très, très médiatique. Et le réseau RPBO, en fait, est né d'une enquête longitudinale que j'ai faite sur des personnes qui ont fait un burn-out et que j'ai suivi pendant 8 ans pour voir par quelles étapes elles passaient, par quelles étapes elles remontaient, en fait, ce qui a mis à jour des parcours de professionnels résilients, c'est-à-dire qu'on sait maintenant comment on se reconstruit, comment on peut passer et quelles étapes on peut passer pour partir après le burn-out. Et le réseau RPBO est né en 2013, où il compte aujourd'hui une trentaine de consultants.
Et notre rôle, c'est de mettre une plateforme de soutien et d'écoute, aussi bien pour les victimes, pour les conjoints ou les conjointes des victimes, mais aussi pour les employeurs. Donc c'est vraiment du soutien et des échanges pour écouter un petit peu tout ce qui est plainte, tout ce qui est peine, mettre un peu des mots sur les mots du travail. La deuxième action, c'est vraiment d'orienter vers des solutions d'urgence si nécessaire, donc vers des psychologues, des psychiatres, des hôpitaux ou carrément des urgences, si vraiment le stress est à ce point-là. Et puis les 2 dernières actions qu'on se met en mission, c'est vraiment de soutenir le salarié dans sa reprise de poste, dans son retour au travail ou dans son retour dans l'emploi, en adaptant le plus possible ses compétences à ses ressources et au poste. Et on peut faire la même chose du côté des entreprises en préparant les dispositifs de retour suite à une longue maladie ou à un burn-out ou des maladies graves invalidantes. Et on accompagne vraiment tout ce retour à l'emploi avec la collaboration des coachs, des conseillers en évolution professionnelle, des psychologues et aussi des médecins du travail avec lesquels on travaille énormément. Le télétravail, on le dit clairement, peut pousser au burn-out, mais pas que. Beaucoup d'autres facteurs aussi conduisent à cette situation catastrophique pour notre santé. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que simplement la chute du burn-out ? Alors la chute du burn-out, c'est l'image de chute est intéressante, mais ça pourrait aussi être une ascension type Icare qui monte très près du soleil et qui monte, et d'un coup effectivement qui va tomber. Pour moi, le burn-out en tant que sociologue, c'est plus un processus chronique qui va s'installer dans le temps, qui va fragiliser plus ou moins la personne de façon aléatoire, c'est-à-dire que chaque personne va chuter différemment. Au final, en gros, si on doit vraiment caractériser ça dans l'enquête que j'ai menée, c'est un effondrement physique, donc biologique, avec des marqueurs biologiques forts. C'est un effondrement psychologique et émotionnel qui amène les gens soit à vivre des émotions extrêmes de type colère ou de type anxiété ou de type pleurs, etc. Toutes les émotions sont exacerbées. Et puis un effondrement cognitif, comme disait tout à l'heure Edith Griffaton, sur tout ce qui était cognitif, concentration, mémoire, qui est compliqué. Et souvent, les personnes ne récupèrent pas en termes de vitesse après un burn-out. Donc c'est un effondrement de ces 3 trépieds qui caractérise un burn-out. Mais encore une fois, c'est moi, dans ce que je vois dans les entreprises, c'est la chronicité qui amène au burn-out. Et l'effet goutte d'eau est un effet déclencheur. Mais il n'y a pas de chute du jour au lendemain. Il y a un effet déclencheur avec une chute qui se voit rapidement. Mais le processus est très, très progressif et il peut trouver des racines plusieurs mois avant. Alors justement. Le contexte actuel est très anxiogène. Nous venons de nous faire reconfiner. Cela génère encore plus de stress. Beaucoup de nos auditeurs nous l'ont dit sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP ou sur notre répondeur le 07 839 839 75. La dépression est proche actuellement pour beaucoup de salariés, privés de liberté, de loisirs, clairement, et ça génère du stress. Comment peut-on faire pour éviter d'en arriver là, éviter la dépression qui peut du coup nous amener progressivement, pourquoi pas, vers un burn-out ? Sabine ? Alors, c'est plus le burn-out qui va amener vers la dépression que l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez avoir 2 types de clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont en pré-burn-out qui vont au contraire apprécier le confinement, apprécier le télétravail parce que ça va leur permettre de se mettre à distance du travail. Donc il y a certaines personnes qui vont être plutôt rassurés et convaincus que le télétravail leur convient mieux temporairement et ça va leur faire du bien. Et puis il y en a d'autres effectivement qui sont un petit peu plus anxieuses ou qui sont peut-être dans des entreprises qui n'accompagnent pas correctement la mise en place du télétravail. Comme disait tout à l'heure Monsieur Bouillon, qui mettent des entreprises avec lesquelles des outils qui mettent ça au service des entreprises, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de prise en main technologique, qui fait que les personnes un petit peu anxieuses perdent leurs repères, perdent leur technicité, leur rapidité, et ce qui fait baisser qui donne un effet de non-satisfaction au travail, mais surtout d'inefficacité au travail, avec ce que nous on appelle dans notre jargon la qualité empêchée, c'est-à-dire que les gens se sentent empêchés de faire du travail de bonne qualité, et ça joue terriblement sur leur capacité de morale. Donc ça peut amener à un burn-out et qui peut amener à une dépression. Et pourquoi est-ce que ce moment-là, ça lâche ? Pourquoi on atteint un point de non-retour à ce moment ? Et tout simplement, pourquoi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné que la goutte d'eau, ça a fait déborder le vase ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'enquête que j'ai menée sur 8 ans, à chaque fois, j'ai posé la question « Qu'est-ce qui vous a fait chuter ?» Et les personnes m'ont tout le temps dit un événement.
Bon, C'est les joies du direct. Ouais, nous sommes en direct. On va essayer de la rappeler. Vos avis en plateau, peut-être? On a une coupure. Oui, oui. Ce qui est Ouais. dit était très pertinent. Il y avait très certainement des premiers signes préliminaires. Vous voyez, le burn-out, il n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a une saturation, c'est ce que je vous disais, lorsque la crise, elle apparaît, c'est déjà trop tard. Il y avait une phase, il y a 3 phases dans l'apparition d'une crise. Et la crise préliminaire, où elle n'est pas encore éclatée, il y a des petits signaux qui apparaissent. Et c'est là où le fait de bien manager, d'être dans une relation en fait de communication claire avec ses employés, en osant poser les questions, surtout celles où on n'a pas les réponses, être humble par rapport à ça, oser poser les questions. On collabore. On a retrouvé Sabine. C'est bon. Ouais, voilà. C'est bon. Sabine, vous êtes de retour. Petite coupure de téléphone. C'est le direct. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du téléphone. On en était là. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ça dans l'entreprise. C'est un événement qui parfois est anodin. Ça peut être un coup de fil qu'on rate, ça peut être un train qu'on rate, ça peut être un retard de 5 minutes sur le RER, ça peut être c'est n'importe le petit quoi. truc qui va faire j'en peux plus, quoi. Et si à chaque fois, par contre, il y a un point commun, c'est que ce déclic, sur toutes les victimes de burn-out que j'ai auditées, ce déclic a toujours eu lieu dans une phase transitoire entre l'entreprise et le chemin du retour à la maison. Ah oui. Un exemple, dans l'ascenseur qui vous amène en bas de l'immeuble où vous travaillez, dans le tourniquet qui vous fait sortir de l'immeuble de votre entreprise, au feu rouge quand vous êtes sur un C'est scooter. pas une dispute avec ton employeur, clairement pas, ou un collègue, non, c'est vraiment j'en ai marre de prendre l'ascenseur, d'un seul coup ça fait un déclencheur et on pète un plomb. En fait, c'est l'endroit, je n'explique pas trop, c'est un espace géophysique, géographique neutre. Ça peut être suite à une dispute avec son employeur, oui, on pourrait le voir avec la prise de tension par exemple, mais c'est souvent un effet anodin. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un ancrage? C'est-à-dire qu'à force, vous parlez du tourniquet avant de rentrer dans l'entreprise, de l'ascenseur. Peut-être qu'inconsciemment, il y a les pensées, le mindset, enfin l'état d'esprit qui était négatif depuis un certain temps, la personne subissait son cadre de travail. Et à force de toujours voir, vous savez, focaliser, il y a un ancrage qui est effectué et qui le ramène à cette goutte d'eau, tout simplement. Ça peut être focalisé sur quelque chose de visuel. Alors c'est pas forcément, ça peut être ça effectivement. Il faudrait que je puisse interroger un petit peu plus. Mais moi, ce que j'avais repéré sociologiquement, c'était dans des espaces sociologiques qui étaient ni professionnels ni personnels. C'était des espaces de transition, exactement, des espaces dans lesquels où le corps décompense, dans lequel à la sortie d'une réunion vous avez fait une présentation, pouf, vous tombez dans les pommes. Ou vous rentrez d'une mission à Strasbourg le soir à 21h dans le métro, vous êtes tout seul, il y a l'ulcère qui se déclenche. C'est des choses qui étaient là précédemment, mais qui, à un moment donné, se déclenchent dans un contexte où il n'y a pas de danger ni pro ni perso, mais dans lequel le corps se dit c'est bon, là, je peux y aller, je mets le fusible, je déconnecte. Et le cas le plus flagrant que j'ai eu, c'était une consultante, elle était au feu rouge sur son scooter et elle dit je me suis évanouie sur mon scooter, mais au feu rouge. C'était pas le feu vert ni orange, et je me suis évanouie. Et justement, une autre personne dans le TGV. Alors, une fois qu'on a... Oui, Élise ? Non, justement, on a parlé de cette phase préliminaire, on a bien dit, et c'est quand même important d'insister pour les auditeurs, ça n'arrive pas d'un coup, il y a cette phase préliminaire. Donc plus on va aussi dans l'entreprise parler, sensibiliser sur les phases du burn-out, sur toute cette phase préliminaire dont on a parlé, plus les gens vont quand même être en capacité peut-être d'aller consulter avant d'arriver à cette chute. Donc d'aller voir son médecin traitant, son médecin du travail, un psychologue, un psychiatre, etc. On a justement Alain qui nous demande comment on repère vraiment cette phase-là quand on est tout seul, qu'on n'a pas forcément d'amis, pas de famille autour de nous. Comment on peut voir qu'on est... Sabine. Alors, c'est très compliqué effectivement parce qu'il y a une grande période de déni sur les personnes qui sont en sursollicitation, qui sont en pré-stress. Elles vont avoir tout ce qui est adrénaline qui va les faire tenir. Elles vont pas se rendre compte qu'elles sont presque au bout du rouleau. Donc souvent ça se voit plus par l'extérieur, mais effectivement si on est tout seul, qu'on se rend pas compte, on va peut-être se rendre compte qu'on dort un petit peu moins. Il y a peut-être des marqueurs biologiques qui vont commencer à se manifester. On mange un petit peu moins, on a besoin de plus de sucre. On a des marqueurs comme ça qui peuvent déjà alerter. Ça peut être des phases d'alerte. Moi, je m'y repérais à peu près 2 ou 3 chez les personnes. Et il y a des petites phrases qui
peuvent alerter en disant j'espère que je vais tenir jusqu'aux prochaines vacances. Ou c'est bon, je peux prendre 3-4 cafés là où je peux... à partir du moment où on prend, c'est Marie Pesé qui dit ça, à partir du moment où vous prenez des choses pour tenir, c'est pas normal. déjà bien entamé. Ou pour s'anesthésier, les moyens anesthésiants. Il y a Voilà. Oui. Juste une petite chose. Je me permets juste de rebondir. Je ne suis pas sociologue ni psychologue, mais j'aime bien la chanson française. Et il y a une chanson de Michel Delpech qui s'appelle Ce lundi-là. Je regardais, qui a été... elle est pas récente, hein, elle est de 1975. Et dans cette chanson, sur le début, on est vraiment sur du burn-out. Alors de manière poétique, hein, mais ça rejoint complètement ce que vous disiez, parce que... Alors je vais pas chanter, je vous rassure, mais quand la chanson commence, quand il est descendu pour acheter ses cigarettes, Jean-Pierre savait très bien qu'il ne reviendrait plus jamais. Et on a ce que je veux dire, c'est que 75, ça veut dire que déjà des chanteurs qui n'avaient pas fait de grandes études avaient perçu ce qui allait préfigurer la suite. Et je voulais juste finir sur le fait que tant qu'on aura une société qui nous dira qu'il faut être infaillible et qui ne remettra pas le fait qu'on peut être faillible et qu'on a le droit de trébucher pour mieux se relever, je pense qu'on s'en sortira pas et on ira après sur du contentieux. Et alors, une fois qu'on a fait son burn-out, dans quel état on en sort, Sabine, d'un burn-out ? Alors c'est compliqué et en même temps ce que je veux dire est peut-être pas très très gai, mais effectivement on n'en sort pas indemne. Toutes les personnes que j'ai interviewées n'ont jamais récupéré leur niveau d'avant. Alors on s'en sort avec parfois un chagrin d'honneur, c'est-à-dire que la personne va avoir le sentiment d'avoir failli, d'avoir fauté, d'avoir échoué. Et forcément, elle va garder ce souvenir-là ancré pendant de longues années jusqu'à ce qu'elle retrouve sa place et qu'elle retrouve une identité professionnelle équilibrée. Après, elle s'en sort déjà avec beaucoup de temps. C'est-à-dire que l'enquête que j'ai menée montre que le temps de la reconstruction est 2 fois plus long que le temps de la chute. C'est-à-dire que si vous mettez 1 an à chuter, vous allez mettre à peu près 2 ans à récupérer, à vous sentir vraiment bien dans votre peau au bout de 2 ans. Et il y a des facteurs et des repères qu'on doit changer, c'est-à-dire qu'idéalement, il faut pouvoir changer au moins d'équipe ou alors de fonction ou alors d'entreprise. Il faut pouvoir changer plus. Ah oui, parce que ça peut poser problème peut-être de revenir dans la même société. Ah bah oui. Oui. Si vous revenez dans la même société sans avoir changé ni votre fonction, ni le manager, ou l'équipe, ou le lieu de travail... C'est le burn-out assuré, là, le retour. La rechute dans les 6 mois. Oui, Sabine, c'est vrai que vous parliez de votre proximité éventuellement de collaboration avec les services de santé au travail. En tant que médecin du travail, moi, je valorise beaucoup ce qu'on appelle la consultation de pré-reprise, c'est-à-dire informer toutes ces personnes en difficulté qu'elles ont le droit à demander un entretien avec leur médecin du travail, alors qu'elles sont encore en arrêt, de manière justement à préparer sereinement la suite, que ce soit une reprise sur le même poste, une reprise sur un autre poste dans la même entreprise, voire même, si besoin est, une inaptitude au poste, qui est toujours un échec pour tous, mais qui permet parfois de redémarrer et de réécrire une nouvelle page dans une autre entreprise avec encore quelques batteries énergétiques, je veux dire, disponibles. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est important de préparer y compris ces choses-là. Et on sait que moi d'expérience, quand je reçois des personnes qui ont été victimes de burn-out, il y a souvent une première phase lorsqu'elles sont arrêtées où elles me disent qu'elles n'ont fait que dormir pendant parfois plusieurs semaines d'affilée. Donc ça met bien en évidence ce que vous nous avez évoqué sur cette lutte et tout ce qui se joue en termes de sécrétion hormonale ou autre qui fait qu'on tient, y compris avec des aides et des psychotropes ou du café et autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'issue de tout ça, la sanction, elle est quand même terrible. C'est que le corps est épuisé, l'esprit aussi. Et pour autant, il va falloir préparer la suite. Donc c'est vrai que c'est très très important pour nous de pouvoir être là en rôle de conseil et de pouvoir préparer, accompagner et surtout ne pas laisser cette personne dans un sentiment de solitude, en particulier par rapport à son monde du travail. Donc on a ce rôle de lien important entre les soignants, vous-même, les associations, médecins traitants, et puis l'environnement et les collègues ou le chef d'entreprise. Mais je trouve ça tellement triste. On est sur le curatif, là. Alors qu'il existe des solutions pour être préventif, on parle de santé, l'équilibre entre le physique, le mental, le social. Lorsque le physique lâche, visiblement, c'est qu'au niveau mental ou social, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu des symptômes.
voyez, et pour remonter, en étant accompagné, cette personne qui fait le burn-out dans son entreprise, il y a eu des signaux comme quoi c'était toxique pour elle, le cas dans lequel elle était. Donc, il y a une transition à accompagner. Ces signaux, c'est ça. Et oui, difficile. Et puis il faut accompagner la transition, au changement. Et là, on peut refaire un petit bond sur le télétravail. Si la personne est en télétravail et qu'elle est à bout et en pré-burnout, elle n'est pas seule. Il faut pas qu'elle se retrouve il faut qu'elle sorte de l'isolement. Déjà, il y a des personnels, là on en témoigne, que ce soit médecin, psychologue, coach, il y a des professionnels de la relation d'aide à différents stades, si c'est médical, psychologique, de transition, donc avec un accompagnement de changement, de remise en question et d'action. Les personnes, la solitude, c'est un état d'esprit. On peut s'en sortir de cet état d'esprit. Vous voyez, on peut être aussi entouré de 1000 personnes et se sentir foncièrement seul. Ce n'est pas le fait d'être en télétravail qui fait le sentiment de solitude, d'isolement. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est l'isolement, c'est pas la solitude. Sabine, qu'est-ce que c'est l'identité professionnelle ? Vous nous en avez parlé lors de la préparation de l'émission. Pouvez-vous nous éclairer ? En fait, l'identité professionnelle, c'est un petit peu la place qu'on va accorder à notre travail. C'est-à-dire la problématique du télétravail fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières et entre le pro et le perso, c'est-à-dire qu'on travaille dans sa maison. Et le burn-out, en fait, c'est exactement ça. C'est une problématique de frontières, c'est-à-dire qu'on fusionne complètement avec son travail. C'est-à-dire qu'on mange travail, on est travail, on dort travail, on rêve travail. Et au lieu d'être équilibré à la maison en télétravail, en fait, ça surcompense et ça prend toute la place. Donc, ça interroge vraiment la place qu'on donne à son travail. Est-ce que c'est important ? Et ça s'appelle chez nous, là, en sociologie, on appelle ça la centralité du travail. C'est quelle place le travail occupe-t-il dans ma vie ? Donc, si la place est centrale, il y a un déséquilibre. Et ça va jouer sur mon identité. Donc l'identité, c'est aussi la place que j'occupe, c'est la place que j'occupe dans mon travail, la place que j'occupe à la maison, mais la place aussi que j'occupe dans la vie, quel est mon rôle social. Toute cette identité professionnelle, elle doit être saine parce que c'est ce qui permet d'avoir justement une santé mentale équilibrée. Tout à l'heure, un de vos interlocuteurs, je suis désolée à distance, je pense que c'est Élise qui disait ça, qui disait que la santé mentale que la santé c'était un équilibre mental. Et en fait, c'est en sociologie, c'est l'identité qui est vraiment le noyau de la santé mentale. C'est les interactions qu'on a avec les autres, parce que c'est l'autre qui nous construit notre identité. C'est grâce à l'autre qu'on a une identité, parce que quand on est tout seul dans son coin, isolé, on n'a pas d'identité. On ne peut pas se confronter au réel, on ne peut pas se confronter aux autres. Donc, c'est l'environnement qui peut rendre malade une personne, et l'identité professionnelle, elle se construit comme un tricot, comme un maillage, en allant vers les autres, en ayant un sentiment d'appartenance, en ayant une utilité sociale, et tout ça, c'est ce qui donne aussi du sens à son travail. Et parfois, en télétravail, on a du mal à trouver le sens. Et du coup, vous donnez vraiment un éclairage par rapport à cette question, le travail est réellement la santé ? Non, le travail n'est pas la santé, mais un élément qui penche dans la balance de l'équilibre d'un individu. Et ça s'inscrit vraiment dans un équilibre de vie, en prenant en compte tous les autres domaines de vie, comme vous le dites. Tout à fait. Le travail participe à la reconstruction, par exemple, après un burn-out. C'est en retournant au travail, paradoxalement. Justement, comment on peut se reconstruire ? Voilà, comment on peut se reconstruire d'un burn-out ? Le mot reconstruction peut aussi être utilisé par refondation ou renouveau. Il faut vraiment accepter qu'il y a un avant et un après. D'accord. Donc déjà, il y a un principe un peu schumpeterien, dans le sens du terme, il y a eu destruction. Il y a eu destruction, et pour qu'il y ait une innovation, cette destruction, elle aura quand même du sens. Donc on va se reconstruire. Nous, on a identifié dans la méthode RPVO qu'on utilise, on a identifié qu'il y a vraiment des étapes. Il y a une dizaine de jalons à peu près, et les 3 dernières étapes ne sont possibles que grâce à la participation de l'entreprise, donc de l'employeur, dans la reconstruction de son salarié. Donc il y a une partie de la reconstruction qui peut être faite en accompagnant la personne, en faisant vraiment prendre du temps à son repos, comme vous disiez tout à l'heure, le sommeil. Il y a des personnes qui vont dormir beaucoup, qui vont faire 2 voire 3 siestes par jour et qui vont redormir des nuits complètes le soir. Il y a tout un restockage au niveau biologique qui va prendre un certain temps, qui parfois peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et les rechutes peuvent arriver à ce moment-là. Si la personne se sent un petit peu mieux, elle va repartir comme en 40, comme dirait l'expression. Mais en fait, elle n'a pas fini son restockage. Après viendra les périodes du penser, où on va penser à la suite, on va penser à la réflexion, on va penser à ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire de ce qui
qui s'est passé, comment on veut transformer l'essai, comment on veut repartir. C'est là que vont se poser toutes les questions en évolution professionnelle pour Sabrina Pidolo. C'est l'accompagnement de la reconversion, l'accompagnement des évolutions de fonction, ce genre de choses. Et ça va être possible dans un environnement professionnel. Donc, on se reconstruit d'abord personnellement, intimement, dans sa sphère personnelle, mais après, petit à petit, il faut sortir, il faut passer les frontières pour aller vers l'autre, vers la société, pour que la société vous renvoie aussi des nouvelles compétences, vous renvoie aussi des nouvelles ressources, fasse aussi un effet miroir avec ce que vous êtes en train de devenir. C'est ce qu'on appelle aussi la liminarité en sociologie, c'est que dans cette période-là, on n'a pas d'identité. On ne sait plus qui on est. On est en train de changer et on va vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il est attendu dans les entreprises. En fait, l'espace vital a été grignoté. Les délimitations de la personne ont été atteintes, que ce soit dans l'espace, le temps, les 5 limites dont je vous parlais. Là, il y a aussi se redéfinir, repenser qui suis-je. Et par rapport à qui suis-je, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je voudrais juste ajouter un petit point par rapport à ce que vous disiez, justement. Moi, je pense, parce que quand je reçois des personnes donc, qui sont en burn-out et qui, donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec leur entreprise, se pose le problème de la légitimité, mais de la légitimité même de l'existence. Est-ce que l'on se définit uniquement par son travail ? Et à ce moment-là, je crois que c'est la première porte ouverte sur le burn-out. J'ai un profond respect pour la psychanalyse et la psychologie, mais on est sur une pulsion de mort, c'est-à-dire que de ce gouffre sans fin, où l'on essaye de rattraper un peu comme le furet qui va courir après quelque chose qu'on n'arrivera jamais, ou le pompon dans les fêtes foraines quand on essaie de l'avoir pour avoir le tour gratuit et que l'on n'a jamais. Et cette notion d'incomplétude, de dire je n'y arriverai jamais, qui cache, mais ça je m'adresse aux psychologues et aux médecins, qui cache des failles beaucoup plus importantes. Donc je pense que pour prévenir le burn-out, il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qui nous a amené et qu'est-ce qui a amené les personnes au burn-out. Et aussi, j'en finis juste là, distinguer ce qui peut être des causes individuelles de la personne ou ce qui peut être une méthode managériale de l'entreprise qui peut justement, parce qu'il y a les deux aspects. Il y a un aspect individuel, c'est-à-dire la personne qui a des failles et qui va fabriquer finalement son propre burn-out, ou la personne qui ne savait pas où elle mettait les pieds et où c'est récurrent, où les salariés sont pris comme des objets, sont rincés et on les échange. Donc je pense qu'il faut bien distinguer ces deux problèmes-là. Regardez, rien que dans la sémantique, on parle de ressources humaines. On prend les ressources, on les épuise. D'accord ? Il y a un problème vraiment de considération humaine au sein des entreprises. Donc c'est vraiment miser sur l'humain. Clairement. Nicolas ? Ah non, mais j'aime beaucoup la ressource humaine, la remarque. Et moi, j'ai toujours cru dans le capital humain des entreprises comme quelque chose de particulièrement précieux. C'est les valeurs qui sont portées par votre entreprise, Progélis, c'est ça ? Ah oui, nous, on a une identité qui est fondée là-dessus, puisque l'idée, c'est de concilier innovation et humain. Donc, on est complètement centré sur le fait d'intégrer les deux, parce que si on le fait correctement, ça n'a rien d'incompatible. Mais évidemment. Et ça peut être très vertueux. On va justement maintenant dériver un petit peu sur le monde de demain. Comment va évoluer l'entreprise ? On se retrouve dans quelques secondes. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. 07 839 839 75. Le monde de l'entreprise d'hier et encore d'aujourd'hui, c'est pour une majorité de Français une organisation classique, bien ancrée dans les mœurs, qui est présente quand même depuis très longtemps. Mais depuis quelques temps déjà, on peut noter que le monde change avec la connexion au travail quasi permanente, les smartphones, les tablettes, bien sûr, qui poussent le travail à entrer dans sa vie personnelle à n'importe quel moment de la semaine. 82% des cadres français pourtant jugent même que l'hyperconnexion est négative et anxiogène. Lors de la préparation de l'émission, Élise, vous nous avez même parlé de burn-out. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le blur-out, qu'est-ce que c'est ? Non, mais vous savez, on aime bien mettre des petits mots comme ça. Et puis, il y a eu, après le burn-out, on a parlé du bore-out, on s'ennuie au travail. Et puis là, effectivement, on parle maintenant du blur-out. C'est la confusion entre la vie personnelle et professionnelle à cause des nouvelles technologies. Voilà. Après, on a parlé tout à l'heure de relations humaines. On en parle beaucoup. L'hyperconnexion, c'est quand même la transformation réellement de ces relations humaines. Donc, je pense que ça mérite quand même à un moment un accompagnement, de faire attention. Que effectivement tous les principes
qui fondent l'individu, l'identité, le sens au travail, ne soient pas détruits par cette hyperconnexion. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, clairement, ils sont tous hyper connectés, donc c'est les salariés de demain. Pour eux, c'est normal d'avoir son smartphone presque greffé sur les yeux. Ces jeunes qui seront donc, je vous le dis, les gens qui vont bosser demain dans les entreprises. Pensez-vous qu'ils vont arriver, eux, à couper, ou alors pire, être complètement au travail en permanence avec cette histoire d'hyperconnexion? Pour eux, c'est normal. Ils passent leur journée sur leur téléphone. Et vous passez pas vos journées sur votre téléphone? Et on le passe de plus en plus, clairement. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est bien pire. Oui, je pense que les jeunes... Ça fait partie... En fait, ils ont grandi avec. Nous, on s'est adaptés. On est tous autour de la table. On s'adapte avec ces technologies-là. Aujourd'hui, c'est carrément greffé, limite dans le cerveau, quoi. Sauf qu'ils le font sans règle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on utilise ces outils dans un cadre purement professionnel, la règle du jeu n'est plus la même. Il y a quand même une organisation de vie... Vous pensez qu'ils seraient quand même capables de faire la différence entre les deux plus tard? Il faudra qu'ils soient formés à ça. Et il faudra qu'ils aient effectivement, je pense, un certain nombre de cadres d'organisation. Quand ils vont rentrer dans une entreprise, il va falloir qu'on leur explique comment le télétravail se déroule dans leur nouvelle entreprise. Et ça sera peut-être des éléments nouveaux, et des éléments nouveaux et des éléments de découverte pour eux, parce que c'est pas la même, c'est pas la même organisation d'utiliser ces outils à titre personnel et ludique que de le faire de manière professionnelle. Effectivement, juste, on a une petite réaction de Aurore qui nous dit « Moi, j'ai 22 ans, Facebook, Instagram, pendant le télétravail, j'ai du mal à décrocher. Je mélange tout, en fait. » Ouais, c'est clair. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, les jeunes d'aujourd'hui. Donc demain, comment ils vont se comporter? Nicolas, là, c'est une question de discipline personnelle pour notre auditrice, parce qu'effectivement, si elle est censée bosser... Non, mais elle est représentative de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Non, mais représentative, j'entends, mais ce qui est assez intéressant, où vous souleviez l'enjeu, Luc, sur le fait de vont-ils confondre, pas confondre, décrocher, pas décrocher. Moi, j'ai une grande confiance dans les sociétés qui sont numériques natives, dans la capacité de jouer mieux que les générations qui nous ont précédé là-dessus. Ils vivent déjà en communauté d'intérêt, en communauté limite en télétravail, de parce joueurs tous de leur côté. Et en fait, ils ont déjà construit une vie sociale basée sur le communautaire. Dans le sens où ils ont déjà les outils de leur communauté. Quand vous êtes joueur aujourd'hui en ligne, vous avez une communauté. On va pas citer des noms de plateformes, mais vous avez une communauté sur telle ou telle plateforme. Vous avez vos habitudes d'échange, vous avez vos médias et vous avez vos périphériques dédiés. Le travail, et ça c'est ce qui est dangereux pour les employeurs, c'est qu'ils vont avoir affaire à des gens qui sont des grands manipulateurs d'espaces collaboratifs, qui en connaissent tous les rouages et qui sont natifs avec ça. Donc effectivement, en fait, eux, ils sont mieux placés que les gens qui vont les employer, sauf si leurs employeurs ont le même âge. Donc faites-leur confiance, il ne va pas y avoir de soucis. Justement, je rebondis là-dessus, je me permets, parce que moi je me régale, je suis dans la génération entre deux, de l'ancien monde et du nouveau monde. J'arrive sur ma quarantaine, mais j'accompagne les anciens managements comme les nouveaux. C'est-à-dire que je vois dans les startups, dans les nouvelles générations, ce qu'on appelle les générations Z. Ouais, un manager de 25-30 ans n'a pas la même façon de faire qu'un manager de 40-45 ans. Mais c'est marrant, ces inquiétudes que j'entends, qui sont légitimes aux réflexions de nos propres référentiels d'âge, tout ça. Mais quand je les vois fonctionner, mais ça n'a rien à voir. Déjà, ces questions-là, à la limite de définir son intimité, etc., ça, c'est lié aussi avec l'expérience de vie, qui va faire que... ils vont commencer à comprendre que se faire connecter à 3 heures du matin, ça les empêche d'être en sommeil, etc. Mais ça, c'est lié, on va dire, il faut que jeunesse se fasse, que voilà, leur personnalité se forme. Mais en ce qui concerne l'utilisation de ces outils, mais c'est fluide, le partage, l'intelligence collective, moi je me régale. En fait, c'est des jeunes, quand ils vont entrer dans le marché du travail, ou les jeunes qui sont en train d'entrer dans le marché du travail, ils ne pourraient pas se passer des outils tels qu'on l'a décrit en première partie d'émissions collaboratifs. Vous le dites, Luc, pour des jeunes, évidemment, déjà ils les ont utilisés pour faire leurs études, donc ils sont nés avec. Et nous, collaborateurs de la société dans laquelle on travaille, vous nous enlevez ces outils-là, on peut plus travailler. Oui, mais ça veut dire que ces jeunes, entre guillemets, qui sortent de l'école, clairement, qui vont entrer dans le marché du travail, pour eux, ils attendent ça d'une entreprise en face. Il faut qu'en face, l'entreprise soit au bout du jour, je dirais. Je vais aller plus loin. Pour certains, et il n'y a pas besoin d'être trop jeune, la qualité de l'outil de travail proposé pour une société est un critère de choix. C'en est un pour moi. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, Nicolas, vous êtes en train de dire que vous ne pourriez pas aller dans une société qui n'utilise pas le même type d'outils que la société actuelle où vous travaillez. C'est hors de question, parce que ce sera aussi le reflet d'un type de management auquel je ne suis pas forcément affilié. Ouais.
Après, je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a 90% ou 95% des entreprises sont des TPE, avec des toutes petites entreprises. Alors c'est vrai que là, je pense qu'on s'adresse quand même à un monde professionnel suffisamment outillé, assez gros, etc. On a encore beaucoup de toutes petites entreprises. Quelle est la taille de votre société, Nicolas ? Je pense qu'on est 86 au dernier recensement, donc on n'est pas non plus un géant national, un géant mondial. Une entreprise à taille humaine quand même. Voilà. Mais on est répartis sur 3 sites en France et on a une intensité de communication liée à notre façon de travailler et d'accomplir les projets pour nos clients, qui fait qu'on est dans des relations imbriquées dans des processus d'atteinte d'un résultat. Et qu'on a un management par la solidarité d'un objectif à atteindre et que personne nous dit tous les matins ce qu'ils attendent de nous. Donc on a une chaîne de responsabilité et l'avantage de ce mode de management et d'exécution, c'est que par la solidarité et l'imbrication des responsabilités, vous avez des chaînes de valeur qui fonctionnent hyper bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous arrêtez de faire tourner le courant et que votre collègue d'à côté vous regarde, faut remettre la prise parce qu'il faut que ça se passe. Et c'est pas un manager chez nous qui va nous expliquer qu'il faut le faire. Donc nous, les technologies sont des vrais leviers pour fluidifier notre communication, notre collaboration en temps réel sur les documents. On travaille à 5, 6, etc. sur les. Donc ça, c'est clairement l'entreprise de demain. Voilà. Et l'entreprise qui va être attendue par les jeunes d'aujourd'hui. Luc, pour être plus nuancé, c'est-à-dire que ce sera une des composantes des entreprises de demain. Il y aura dans toutes les entreprises de demain, petites, moyennes, pour les travailleurs de terrain comme pour les travailleurs de bureau, ceux qui font de l'intellect ou qui produisent de la valeur avec leurs mains, on va avoir des outils collaboratifs basés sur le cloud. C'est pas la peine de résister. Ces clouds seront internationaux ou souverains. L'avantage, c'est qu'en télétravail, qu'on soit au bureau en télétravail, finalement, c'est pareil. L'idée, c'est qu'en fait, votre informatique collaborative vous suive là où vous êtes avec le périphérique que vous avez. Donc, mais ça, c'est pas la peine de résister. Ça, c'est déjà ancré dans les mœurs des jeunes, clairement. C'est entériné. Mais ça reste intéressant, ce profil-là. Ils sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus flexibles au niveau même cérébral, à trouver des solutions, à collaborer, à partager l'information. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à cette nouvelle vague. J'entends que ça déstabilise en plus, là, vraiment, avec cette crise sanitaire et économique qui arrive. C'est angoissant. On a tendance à vouloir se raccrocher à ce qui est connu, avec nos billets de confirmation, c'est-à-dire toutes nos croyances que c'est comme ça que le travail doit fonctionner. Or là, il y a de quoi vraiment s'inspirer. Moi, je le vois déjà, l'histoire hiérarchique d'avoir un pouvoir sur des employés. Il y a un problème là-dessus au niveau relationnel et comportemental. C'est là qu'émerge, on parlait des petits chefs. Ça, c'est un peu l'ancien monde, la hiérarchie pyramidale. Mais oui, c'est déjà fini dans les entreprises. Moi, je vois on est plus sur du management maintenant, on parle horizontal. On parle tout le monde au même niveau. Voilà. On parle des entreprises libérées, mais il faut se méfier. Je rebondis juste. Après, ce que vous dites est très intéressant, mais ça veut dire que vous êtes en train, par ce biais-là, de complètement dynamiter le droit du travail. Parce que le droit du travail dans le code du travail, ça, c'est écrit comme ça. Alors, je n'ai rien contre la vision que vous avez, que je défends et que je partage. Il évoluera, Christophe. Mais il faudrait qu'il évolue. Mais le souci, c'est que, comme je le disais déjà en préambule, au début de notre émission, la technologie va très vite. Le droit du travail est à la remorque à ce niveau-là. Et le problème, je finis juste ça, ce que vous dites là, c'est dans un monde idyllique. Donc, quand je dis idyllique, c'est pas péjoratif, hein, c'est dans le sens, idyllique dans le sens, on collabore, on va vers un objectif, on marche tous main dans la main, on a des valeurs communes, donc on se reconnaît, et je reparle de la question de légitimité, on se reconnaît mutuellement. Donc là-dessus, aucun problème. Le problème, c'est quand ces mêmes moyens sont utilisés à des fins autres. Et là, il nous faut des instruments, et on est en train d'essayer de commencer à les faire, mais c'est très difficile de trouver des instruments pour justement juguler ce que moi j'appelle une dérive, mais qui est bien réelle. Mais vous avez bien raison, hein, Christophe. Même les entreprises libérées, tout ça, sous ces beaux noms idylliques, il peut y avoir en effet des usages déviants. Ça, on est d'accord. Mais moi, j'aimerais quand même vous proposer, on parle du monde de demain, mais c'est aujourd'hui que ça se construit. Donc, il y a peut-être la possibilité aussi d'entrevoir des solutions différentes, innovantes, mais sans forcément diaboliser et mettre tout de suite des freins. Je vois, par exemple, moi, il y a plein de jeunes sortis d'école, de tout ça, qui se mettent même à leur compte et on collabore. Moi, personnellement, j'ai des collaborateurs, on n'a pas de lien de subordination.
Et on collabore très très bien. Après, il faut faire attention aux dérives. Il ne faut pas que ce soit non-stop. On parle d'hyperconnexion, etc. Il ne faut pas que ce soit. Mais bien sûr. Vous prêchez un Ouais. convaincu parce que moi, même dans mon exercice professionnel, je suis mobile et nomade. Je trouve que c'est très utile, par exemple, et d'avoir maintenant nos dossiers qui sont sur des clouds, parce que certains clients qui ne peuvent pas venir au cabinet, alors après, il faut faire attention avec tout ce qui est règles déontologiques, mais si on a besoin de donner un conseil précis à quelqu'un, on peut très vite revoir la situation et lui dire, si on a pu s'isoler, de dire qu'est-ce qui se passe. Ou un petit point, on est à la maison, je vais vous parler juste de mayonnaise interne, hein, mais sur une date d'audience que on ne se souvient pas, ça peut être stressant, on est connecté, on peut regarder où on en est, donc tout ça c'est très bien. Le seul problème, c'est si, je vous le dis, ce qui n'est pas mon cas puisque je suis en libéral et à mon compte, mais qu'on ait quelqu'un au-dessus qui à minuit ou 2-3 heures du matin va vous envoyer un mail en vous disant, et il y en a qui ont pu le faire, ton acte il est nul, c'était pas comme ça, avec une alerte, et que si vous n'avez pas laissé le téléphone ou l'ordinateur allumé, va vous battre froid, voire plus, quand vous retournez au cabinet. Je parle ça en règle générale. Je ne fais pas de poser d'attention à personne. Il faut savoir ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Et après, il y a clairement une façon de poser des limites. Toutefois, vous voyez, moi, je trouve ça aussi intéressant. Vous en témoignez, le fait d'être... Peut-être, je pose une question. Est-ce que le fait peut-être de repenser la façon du travail, parce que simplement le libérer, laisser un petit peu s'exprimer, apporter aussi la possibilité à ce que cette phase de crise qui amène à repenser à tout. Clairement, là, il va y avoir la crise économique. Il y a des professions qui vont disparaître. Il faut bien en avoir conscience. C'est douloureux. Et je l'entends. Et ça va être important, justement, humainement, d'accompagner ces personnes. Parce que là, concrètement, on résiste. Enfin, moi, je sais pas. J'aime les sports extrêmes. Je faisais du kitesurf. Enfin, à un moment donné, on peut pas aller contre les éléments. On n'est pas. Vous prêchez là aussi un convaincu. J'ai 20 ans de pratique d'aïkido. Ça me plaît. Si on résiste, on se fait péter quelque chose. On est d'accord. Donc, et je vous dirais ce qu'un psychologue avec qui j'ai discuté me disait, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait déséquilibre. Et la marche vient d'un déséquilibre où l'on retrouve l'équilibre. Tout à fait. La seule chose, c'est donnons-nous les moyens de retrouver cet équilibre et de ne pas partir dans toutes les directions. Et puis surtout de rester debout, quoi. Même dans cette perte d'équilibre, de se tenir droit, quoi. C'est ce que je vous disais, hein, c'est la base de l'art martial que je fais, qui est ancré en moi. On peut tomber, mais on va se relever et on va pouvoir réattaquer parce qu'on est gagnant-gagnant. Mais alors du coup, avec tout ce qu'on dit là, on peut se poser cette question légitimement, à quoi ressemblera exactement l'entreprise de demain? Une entreprise du coup sans horaire, sans limite, on peut travailler n'importe où, n'importe comment. On a besoin des espaces, on a besoin de définir des espaces de vie, de fonctionnement. Les délimitations, elles sont importantes. Lorsque je vous parlais d'espaces, de temps. Mais on serait quand même un peu des électrons libres. Ça dépend. Il y a autant de profils et de professions. On peut pas donner. Je peux pas vous donner. Déjà, Luc, je suis désolée, ma boule de cristal, je l'ai pas. Toutefois, moi, ce que j'observe. On arrive à dessiner un petit peu l'entreprise. Et oui, on n'est plus dans le truc du bureau. Moi, concrètement, je vois les entreprises qui surfent. Ce sont les entreprises qui sont capables, elles ont chuté. Je me rappelle, j'ai un chef d'entreprise qui j'ai bien aimé son image, qui disait la première, dès la première phase de confinement, c'était il est tombé, comme il avait sorti ça, c'était donc down, et après c'était le wow, parce que justement ça a été l'opportunité, le fait qu'il tombe. Ça a été un stop dans cet élan qui était sans fin, et ça lui a permis de pouvoir repenser, de se recentrer. Il faut pas avoir peur de ces phases on a tendance à penser les choses dans le 110%. Tout doit être linéaire, toujours faire plus, etc. Ce n'est pas naturel. C'est ça aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de péter un câble, clairement, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est pas la nature. Un arbre ne fournit pas du fruit non-stop. Il y a des phases. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut accepter aussi ces phases, les accueillir, les épouser, y aller. Parce que tout ça, à force, ça fait... Ouais, ça épuise, burn-out. Ça fait péter. Après, est-ce que les phases, on peut pas les décaler à d'autres horaires? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent tant que le travail est fait, ça n'a pas d'importance de quand. On va demander aussi à Sabine, mais c'est clair que tout ça peut pousser au burn-out, à la dépression, etc. Sabine, vous êtes encore... Oui, je suis encore là.
C'est tout ce qui est changement de repère, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que moi, la reconstruction des personnes, c'est dans un cadre d'espace et dans un cadre de temps. C'est-à-dire que si on n'a pas ces deux fondamentaux, l'être humain ne vit pas, ou alors il vit mal. C'est-à-dire que c'est comme une plante, elle va pousser n'importe comment, dans n'importe quel sens. Sauf que quand on regarde, il y a quand même une belle vivance en chacun de nous. C'est-à-dire que comme une plante, elle va toujours chercher la lumière. Elle va toujours pousser en direction de la lumière. Je pense que ce qui est important de dire aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail change. Oui, beaucoup. Il y a plein d'outils qui sont adaptés ou pas adaptés en fonction des contextes et des personnalités. Mais qu'il y a un truc qui doit rester important et sain, c'est être impresario de sa propre vie, de sa propre carrière, savoir effectivement à quoi on dit oui, à quoi on dit non, mais surtout pourquoi on le fait, mais pas pourquoi. La cause. Donc en gros, il va falloir... Oui. Il va falloir finalement changer nos habitudes, nos façons de penser quand même. En gros, plus faire un petit peu comme on faisait au travail de papa et maman. Voilà, il faut s'adapter à ce nouveau monde. Après, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Je pense qu'il faut. L'entreprise d'hier n'existe plus, mais depuis quelques années. Alors, je mets quand même une nuance parce qu'il faut être un petit peu humble là-dessus. Chacun a sa vague dans ce contexte pandémique. Toutes les entreprises ne sont pas au même stade de développement, et puis il n'y a pas les mêmes usages, les mêmes nécessités, etc. Donc c'est quelque chose qui s'accompagne vraiment de manière fine au cas par cas, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en considération. Déjà l'humain, les composantes même de l'entreprise, au niveau développement personnel et professionnel où ils en sont, de leurs valeurs, de leur capacité à gérer, je sais pas moi, leurs émotions, il y a tellement leur communication, il y a plein de choses à faire évoluer chez les individus, et donc dans ce groupe d'individus, à savoir l'entreprise, pour pouvoir justement faire émerger une autonomisation, de la responsabilisation, tous ces principes-là qui vont faire que va émerger l'innovation et l'intelligence collective. Ça se fait pas du jour au lendemain, il y a des étapes. C'est vraiment accompagné. Alors, lorsqu'il y a des phases, on dit ça, phase de changement, mais quand j'utilise le mot changement, ça peut faire peur, parce qu'on a l'impression qu'il faut tout lâcher et d'un seul coup se transformer. Non, mais là, clairement, c'est le monde est en train de changer, là. Donc, oui, mais on évolue, on perd pas ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'est pas en train de dire tout ce qui a été par le passé, c'est à jeter à la poubelle. Il y avait des choses qui étaient bonnes et que l'on peut aussi conserver. Quand il y a quelque chose qui est cassé, une crise, c'est quelque chose qui est brutal, qui est violent, qui détruit quelque chose. Ok, il y a toutes les briques qui tombent. Lorsqu'il y a cette remise en question, on analyse les briques l'une après l'autre, on regarde ce qui est intéressant à conserver dans la nouvelle construction. Ce qu'il faut savoir quand même, Sabrina, sur ce changement, c'est que la population à laquelle on s'adresse dans les entreprises, elle va du jeune nouveau génération Z c'est ça, la personne qui va être proche de la retraite, senior qui va travailler de plus en plus longtemps. Et c'est vrai que pour ces dernières, je pense que le changement est d'autant plus difficile, et qu'il y a peut-être lieu de faire du sur-mesure à un moment donné dans cette démarche de changement. Je peux même vous raconter une petite anecdote d'un chef d'entreprise qui m'a raconté ça. Un employé s'était amusé. Une secrétaire arrive et dit est-ce que tu as bien reçu mon mail avec la pièce jointe? Il fait comment ça, tu l'as envoyé? Oui, je l'ai envoyé à 30 personnes. Il fait non, tu regardes, avec une petite boutade, l'écart de génération. Il dit mais non, regarde, tu as un ami qu'une pièce jointe, donc moi je n'ai pas pu la recevoir. Oui, d'accord. Donc c'était la petite boutade et cette pauvre secrétaire. Comment ça se gère ça, Nicolas, dans les entreprises que vous adressez? Alors le cas d'espèce là avec de l'humour. Mais je parle entre les jeunes générations et les personnes qui vont partir en retraite. Il y a quand même un fossé, clairement. Donc c'est dur à gérer ça. Oui, c'est pas évident parce que si on dit télétravailler, c'est déporter son organisation habituelle. Ça veut dire gérer ses flux de travail, ses flux interactifs normalement comme avant, mais avec d'autres outils. Donc ça veut dire que si on a des gens qui ont la mailite aiguë et qui ne savent communiquer qu'avec des mails, avec des copies de copies, vous allez continuer à faire la même chose, mais en regardant la colline de chez vous ou l'appartement d'en face. Et là, vous n'êtes pas dans l'effet d'opportunité, vous changez pas vos habitudes et vous clivez pas sur un effet d'opportunité qui est que si j'ai quelque chose à dire à Luc plutôt que de lui faire un mail, et si je lui téléphonais, parlais, si je faisais une visio avec Luc, remettre un petit peu d'humain, parce que là, on est dans le télétravail, donc le seul moyen de mettre de l'humain, c'est la communication visuelle et sonore. On peut pas faire grand-chose de plus. Donc là, pour tous les auditeurs qui vont nous écouter, beaucoup partent en télétravail, clairement, il faut mettre vos webcams,
Faut se montrer, faire les sourires, et- la relation Ne humaine. pas oublier que ça reste des outils au service de l'humain Voilà. et pas l'inverse. Donc on envoie de l'humain à Voilà, travers la c'est-à-dire cam. qu'après, il faut aussi. Je parlais avec un de mes collaborateurs, Nicolas Estelin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vérifier. Enfin, comment on calibre l'outil. C'est comme ça sert à rien de prendre un bazooka pour tirer sur une mouche. À un moment donné, il faut voir, il faut penser efficacité. Et puis voilà, le mail, les boîtes mail de 400 mails que vous ouvrez après une semaine de congé, c'est de la folie. Ouais. Oui, Ouais, ça peut pousser à la dépression. c'est extrêmement anxiogène. Vous avez ça une sert à- espèce Mais de... c'est un classique, ça. Il y a beaucoup de salariés en France qui se disent je pars une semaine en Mais- vacances, je reviens, je vais avoir Mais 400 pas que les mails à lire. salariés. Pas que les salariés. Moi, mais- personnellement, Ouais. personnellement, et là, je me mets pas en scène, c'est la même chose. C'est-à-dire que les clients, de plus en plus, vous envoient des mails, pensent que l'on va leur répondre dans la minute, Eh ouais. et ça crée et de l'anxiété. Alors, on ne peut leur dire, alors maintenant on a des réponses des fois toutes faites en disant les mails sont traités par ordre d'urgence, on peut pas répondre. Vous avez Mais- déployé ce type de moyens pour ça? Ah bah oui. Ouais. Vous pouvez aussi leur répondre que c'est pas parce qu'il a écrit que vous êtes obligé de Mais- lui répondre Ah immédiatement. non mais moi je vais vous hmm. dire, personnellement je ne mets pas, je sais que moi je ne mets pas de réponse prédestinée, préétabli. Ouais. préétablie. Je leur dis je le traite quand je peux le traiter et en leur disant qu'est-ce que je préfère qu'on prenne un rendez-vous téléphonique pour pouvoir discuter de votre dossier plutôt que de vous balancer une information à la volée que vous allez mal interpréter. C'est ma manière de faire. Mais ça crée des tensions qui peuvent être importantes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle par rapport aux salariés, certes, mais c'est l'ensemble de la relation humaine qui a été impactée par les nouvelles technologies. Et de nous interroger sur la place que nous, en tant qu'humains, on peut avoir Alors- face à ces technologies, je pense que ça pourrait être Donc, pour peut-être être- le début d'une réponse. Pour conclure un petit peu cette partie, parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Oui, Sabrina, moi je voulais. Oui. Juste pour dire, mais là, parce qu'on confond être disponible et être à disposition. C'est vraiment la source, encore une fois, c'est de clairement définir son espace vital. Comment, Des règles. voilà, donc en gros, pour conclure, comment être épanoui au travail, il faut mettre les valeurs humaines peut-être en Allez, avant, Ah oui. en top première priorité. priorité. En L'idée, première c'est surtout priorité. d'avoir des valeurs. Hmm. Et éventuellement, si elles peuvent se pencher sur l'humain, ça peut avoir certaines Et vertus. aussi s'écouter soi-même avant de faillir complètement. Je pense Sur- que sur ce qu'on peut ressentir et dire là, je sens qu'il y a la surchauffe, je préfère peut-être un petit conflit avec une personne plutôt que de tomber complètement malade. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes et on passe pour les dernières minutes de l'émission sur quelques aspects juridiques. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, dernière partie. Et nous recevons donc notre avocat de l'émission, maître Christophe Macon, spécialisé en droit du travail aussi, qui va nous éclairer. Oui. Généraliste, mais à dominante droit du À travail. dominant de droit du travail. Je veux pas- On précise. Voilà, je préfère qu'on précise s'il y a des confrères qui écoutent. C'est vrai que Je ne vous avez m'attribue pas. participé aussi à d'autres émissions Ouais. sur d'autres sujets. Voilà. Et donc vous allez nous éclairer sur les aspects juridiques, un petit peu sur les litiges qu'on peut avoir avec notre employeur, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, clairement que nous traversons. Les litiges sont de plus en plus nombreux, certains employeurs en profitent même carrément pour se débarrasser des salariés qu'ils ne veulent plus en prétextant des motifs liés aussi à l'activité. Christophe, tout ça, est-ce que c'est légal un petit peu de profiter de cette crise ? Je vous dirais un peu la même chose que pour les nouvelles technologies. Le droit, ce n'est qu'un instrument. Donc, ça peut être légal, mais ça peut ne pas être moral. Et Tout dépend du prétexte qu'on a utilisé. du Mais- prétexte. Alors, on peut toujours avancer un prétexte. Après, ça va être soit le conseil de prud'homme, soit le tribunal administratif, si on est sur des contrats de plutôt fonctionnaires, droit public, qui va trancher. Mais tant qu'il n'y a pas une sanction du juge, tout peut être concevable. Et je vous dirais même plus, au risque d'être provocant, tout peut se justifier. Oui, Mylène ? En ces temps de surveillance ou de confiance aussi de la part des employeurs avec le télétravail, il existe aussi et depuis longtemps le harcèlement moral. Et justement, on a une auditrice, Mathilde Delille, qui nous dit qu'elle est harcelée avec son travail. On lui fait des remarques toute la journée sur son physique et on lui met même la pression psychologiquement. Elle nous dit être à la limite de la déprime et souhaiterait porter plainte, mais elle ne sait pas comment on fait. Peut-on lui apporter conseil et quel tribunal elle peut saisir dans ce cas-là ? Alors, le harcèlement moral, il a deux volets. Il a un volet pénal, c'est-à-dire sur ce qu'elle a donc plainte, soit à la police, soit s'il y a un souci là-dessus, écrire directement au procureur de la République. Ensuite, le droit du travail, ça peut être si elle ne peut pas continuer son travail, c'est ce qu'on appelle, ça peut être une prise d'acte, c'est-à-dire que ça produit les effets au départ d'une démission
Et ensuite, si la prise d'acte est reconnue parce qu'il y a une faute de l'employeur, c'est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et il y a aussi, si elle est encore dans l'entreprise, la résiliation au tort de l'employeur. Donc il y a différents... Elle n'est pas prisonnière de la situation, sachant qu'on a maintenant un dispositif qui est en train d'être, on va dire, d'être finalisé sur le fait de démissionner, mais de continuer, parce que c'est le nerf de la guerre à toucher des indemnités au niveau Pôle emploi, puisqu'il faut savoir que jusqu'à très récemment, quand on démissionnait, on ne pouvait pas avoir d'indemnisation. Les choses sont en train de changer justement parce qu'on s'est rendu compte que c'était une arme aux mains de l'employeur, parce que ça coûtait moins cher à l'employeur de faire, bien évidemment, démissionner une personne que de procéder à son licenciement. Sinon, on peut aussi se retourner du côté de notre médecin et notre psychologue. Quand on parle du coup d'harcèlement moral, c'est aussi de la souffrance. Dans quel cas, vous pouvez éventuellement être sollicité pour régler des conflits avec les employeurs? Pouvez-vous, vous, intervenir avant qu'une affaire passe devant le prud'homme? Oui, bien sûr, c'est une démarche qui va être soit préalable, soit malheureusement complémentaire. Le salarié peut toujours demander à avoir le médecin du travail, alors soit ce qu'on appelle en consultation privée, c'est-à-dire de manière complètement indépendante vis-à-vis de son employeur, ou de manière plus transparente, et nous c'est ce qu'on conseille le plus souvent, c'est que le salarié fasse savoir à son employeur qu'il souhaite voir le médecin du travail, sans en donner forcément le motif, mais au moins ça permet d'acter cette prise de rendez-vous. L'avantage de cette rencontre, ça va être de prendre acte et d'évaluer cette souffrance et le plus souvent de réorienter ce salarié vers un spécialiste de manière à pouvoir clairement évaluer et faire un lien au moins partiel s'il le faut avec l'environnement de travail. Sachant que le médecin du travail n'est pas là à proprement parler pour investiguer et pour définir cette notion de harcèlement moral qui reste une définition juridique. Mais en revanche, on a, ce rôle d'évaluation de la souffrance, d'accompagnement, de réorientation et donc de prise en charge de cet enjeu humain qui est essentiel. Donc l'idée pour nous, c'est de rompre l'isolement, d'informer le salarié sur... éventuellement les différents partenaires qu'il va pouvoir solliciter. Il peut y avoir des partenaires en interne dans l'entreprise. Ça peut être, par exemple, les membres du comité social et économique qui a remplacé le CHSCT, donc des représentants du personnel. Et puis, il peut y avoir parfois dans certaines entreprises des psychologues en interne ou dans le cadre de nos services de santé au travail également, bien sûr, des consultations individuelles possibles. Et puis après, je rebondirais sur parfois la démarche collective qu'on peut engager ou proposer à une entreprise quand on s'aperçoit que plusieurs personnes nous ont fait part justement de souffrances psychologiques au travail. Ouais. Voilà, on a ce rôle très important, je pense, d'alerte et on propose, nous, des démarches de prévention des risques psychosociaux qui permettent de faire un état des lieux, d'analyse et surtout derrière de définir des plans d'action et d'aider l'employeur à améliorer les choses sur cette thématique-là si on sent que la souffrance ou que les difficultés sont récurrentes. Donc là, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire intervenir quand le problème a eu lieu, mais on essaie toujours de mettre en place derrière des mesures de prévention primaire, c'est-à-dire améliorer l'organisation, l'environnement de travail de manière à ce que ce type de conséquences ne surviennent pas. Je veux juste rajouter une toute petite chose, c'est que dans le harcèlement moral, il faut distinguer, parce que c'est un moyen de défense qui est utilisé par l'employeur, des méthodes de management qui seront peut-être, on demande beaucoup aux salariés, mais qui sont complètement légitimes, et d'autres méthodes qui visent à détruire le salarié. Parce que c'est le mode de défense, c'est de dire le salarié était fragile, il n'a pas compris qu'on était, et c'est la vérité, on est dans un environnement qui est ultra compétitif, donc quand vous parliez de définition juridique qui était claire, non, elle n'est pas claire. Il n'y a rien qui est clair. C'est-à-dire qu'on a une définition qui est grosso modo des agissements qui ont pour finalité d'altérer la santé de la personne. Mais ces agissements, est-ce que c'est l'entreprise, enfin le patron, voire quelqu'un qui est en dessous qui les fait, ou est-ce que c'est dicté uniquement par des motifs économiques? Et là, je crois quand même, sans faire de la politique, que nos gouvernants et nos dirigeants ont un grand rôle à jouer là-dessus. On ne peut pas dire il faut être ultra compétitif, il faut
tuer tout ce qui bouge. Et après, on a beaucoup de réactions, Christophe, pour vous. Oui, on a de partout, Aline. c'est la folie. On a Aline sur Instagram qui nous dit « J'ai été privée de mon emploi involontairement par mon employeur et il ne m'a pas versé mon dernier salaire dans les temps. J'ai mis plus de 6 mois pour avoir mon attestation Pôle emploi. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas pu toucher de chômage et j'étais dans une galère financière. » Qu'est-ce que vous pouvez lui dire de faire pour... Requête en référé auprès du conseil de prud'homme pour avoir ces documents. Donc, c'est la voie la plus rapide. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Alors, il peut y avoir quelques renvois, mais ça peut aller très très vite. Mais le plus important, moi, ce que je voudrais dire aux personnes qui vous ont contacté, c'est qu'elles n'oublient jamais que quoi qu'il se passe, parce que c'est le premier travail que je fais, alors je fais presque un travail de psychologue, mais chacun son métier, c'est de garder à l'esprit qu'elles sont des êtres humains et que c'est pas parce que leur travail s'est mal passé qu'elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Mais du coup, c'est un impact énorme sur leur santé, sur leur psychologie. Elles n'existent plus en tant qu'être humain, tout simplement. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de réactions avec le titre de notre émission autour de toutes ces questions juridiques. Il faut les rétablir en tant qu'être humain pour pouvoir ensuite aller porter le fer, sachant qu'on n'est même pas sûr qu'à la fin, on va gagner. Mais le combat qu'elles auront pu mener pour se repositionner et se réinvestir en tant qu'humain, ça vaudra le coup et ça leur permettra de se remobiliser après d'aller voir les personnes pour peut-être changer de boulot, de carrière. Oui, je voulais juste compléter pour dire que justement, j'avais dit qu'effectivement, il faut différencier le conflit et la souffrance. Vous êtes peut-être, vous prêtez au jeu d'être psychologue, on se prête parfois au jeu d'être avocat. En tout cas, j'ai commencé par psycho. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a des gens qui arrivent et qui nous disent être en conflit au travail. Il faut savoir différencier les deux. Le conflit, ça peut être une cause et la souffrance une conséquence. En tout cas, ce qui est important, c'est la reconnaissance effectivement de cette souffrance. S'il n'y a pas la reconnaissance de la souffrance, de la part de l'individu déjà, c'est primordial. On ne pourra pas avoir de soins. La reconnaissance dans l'entreprise et puis la reconnaissance éventuellement juridiquement. Et d'ailleurs, Christophe, j'ai une question à vous poser parce que moi, j'en ai dans mon cabinet en tant que coach. C'est très dur à prouver. C'est ça le problème. Il y a un problème de preuve qui est très 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 dur au niveau du harcèlement moral, sachant qu'on est puisqu'on en parlait plus sur des présomptions, c'est-à-dire que si l'on arrive à prouver qu'il y a eu des actes et que l'état de santé a été altéré, normalement, c'est à l'employeur de montrer qu'il n'a pas commis d'agissement. Mais dans les faits, dans les tribunaux et même dans le traitement pénal, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas en parler parce que c'est des dossiers que j'ai en cours, mais je peux vous dire qu'alors que je pensais qu'on avait des éléments, on pourrait faire une émission entière sur tout ça. C'est très très difficile de reconnaître un harcèlement moral. Je finis juste là-dessus. Oui. N'oubliez jamais que dans une entreprise, il y a d'autres salariés qui craignent pour leur travail et qui peuvent être poussés à faire des attestations pour dire que tout se passe bien alors que ça ne va pas et que quelques temps plus tard vont eux-mêmes attaquer leur employeur. Donc là, on n'est plus dans le cadre idyllique, on est dans le cadre de rapport de force et il faut quand même avoir cette variable-là. On a une question de Ravière qui dit « Le conseil des prud'hommes sert uniquement à juger des problèmes liés au contrat de travail ou il peut statuer d'autres points. Comment on fait et pourquoi saisir les prud'hommes ? Enfin, comment on remplit le dossier ?» Alors, le dossier, vous parliez justement qu'il y avait moins de requêtes parce que depuis... Oui, depuis les ruptures conventionnelles. Non, il n'y a pas que les ruptures conventionnelles. C'est que maintenant, quand vous remplissez une requête, il faut mettre un bordereau de pièces, il faut résumer sa situation. Donc, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est là où on a un intérêt de suite à contacter un avocat. Oui, parce que vous pour se faire assister. Oui, parce qu'un dossier, et je le sais par expérience, qui est mal ficelé au départ, vous ne le rattrapez quasiment jamais. Pour répondre à la question, le conseil de prud'homme, c'est lui qui s'occupe principalement des litiges en contrat de droit privé sur le droit du travail. Si maintenant les agissements dépassent ce cadre-là, il y a la voie pénale, par exemple, qui peut pouvoir justement faire reconnaître la culpabilité d'un employeur qui a harcelé, et vous pouvez avoir une indemnisation, si c'est ce qui est visé, en vous constituant partie civile. Effectivement, pas mal pour tous ces conseils. On voit clairement que le travail est réellement la santé, c'est quand même... on va quand même... Pour un peu conclure cette émission, on va arriver sur la fin. Il nous reste 2 minutes pour faire le tour de table. Il existe quand même pas mal de personnes qu'on reçoit en consultation médicale ou psychologique, de personnes qui nous racontent que l'entreprise, le travail est quand même porteur de santé, des gens qui ont des problématiques... Un bien-être au travail quand même, il y a des problématiques personnelles qu'ils rencontrent dans leur vie personnelle et qui nous disent que le travail et l'entreprise leur a permis vraiment de passer ces étapes de vie difficiles. Donc oui, ça existe. Oui. Sabrina, en conclusion, là, c'est une question d'équilibre et à trouver, c'est intime à soi. Mais j'avais envie, moi, de conclure sur une citation de Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Pas mal tout ça, effectivement.
On arrive C'est dans une les belle phrase pour conclure dernières cette minutes, belle ouais. émission. Hein. On Ouais, avait. dense, très dense, très compliqué. Au niveau timing, je pense qu'il nous aurait fallu 1 heure de plus pour aborder tous les thèmes. J'espère que cette émission vous a plu. Et voilà, on a donné pas mal d'informations. Un maximum, on va faire un petit tour de table. Vas-y. On commence. avait Élise Rabillard, donc, qui est psychologue du travail à GIMS 13 à Marseille. Merci. Nous avions le docteur Edith Griffaton, médecin du travail à l'AISMT à Marseille. Merci beaucoup. Sabrina Pidolo, qui est formatrice et coach professionnel, experte en évolution et transition. Merci. Merci à vous. Nicolas Bouillon, qui représentait la société Progélis en tant que consultant avant-vente. Donc c'est une entreprise de services du numérique qui accompagne les clients dans la transformation digitale. Merci. Merci, c'était un plaisir. Et maître Christophe Macon, avocat spécialisé, on va dire, de Faut qu'on en parle. Notre avocat de l'émission, voilà, un célèbre avocat de l'émission, qui pourra revenir si on a des sujets sans souci. Et on avait au téléphone... Ce sera toujours avec plaisir. Et je voulais juste donner un petit message à toutes les personnes, dont celles qu'on a pu répondre et qu'on n'a pas pu répondre, pour leur souffrance. N'abandonnez pas le combat et trouvez une personne pour vous assister, parce qu'il y en a de très compétentes dans toute la France. Et merci aussi à Sabine au téléphone, directrice et fondatrice du réseau RPBO France. Merci, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Allez, nous on va essayer de continuer notre chemin dans cette période compliquée du on confinement. espère se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. Verra comment on organise ça, techniquement surtout, peut-être tout à distance. On n'aura peut-être pas le choix. Effectivement, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. www.fautquonenparle.fr pour retrouver les podcasts, les replays. C'est la même chose. On est sur tous les réseaux. Merci à toutes et à tous. Bye bye.